Avant de commencer cet épisode, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos campagnes de publicité Facebook sont correctement optimisées pour générer de la croissance? Si vous en doutez ou si vous avez besoin d'un regard extérieur, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter en passant par le lien suivant: dhsdigital.eu/audit. Je vous proposerai un audit complet sur base de 7 critères pour évaluer vos efforts publicitaires. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu/audit pour me parler de votre projet. Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, c'est vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Bandaillan, le cofondateur de l'agence DataShake, une agence média qui propose des prestations variées en gestion de publicité, principalement sur Facebook, Google et d'autres plateformes sociales comme Pinterest ou encore Snapchat. Ils font également des missions de conseil et de formation pour les annonceurs qui préfèrent ce type d'accompagnement. Et je dois vous dire que l'agence DataShake a connu une croissance assez incroyable depuis sa création en 2019. Ils sont aujourd'hui plus de 20 dans leur équipe. Ils ont accompagné plus de 150 annonceurs en 2 années, et ce dans des secteurs variés, que ce soit dans le retail, le B2B, l'e-commerce ou la génération de leads. Rémi a donc vu beaucoup de comptes publicitaires ces 2 dernières années. Et vous le savez, sur le podcast, on parle beaucoup de publicité en ligne. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous proposer une véritable masterclass sur la pub Facebook et Google à destination des e-commerce. Rémi était donc le parfait candidat pour discuter avec moi de ces sujets. Donc dans un premier temps, je vais d'abord demander à Rémi de me parler des Google Ads, puisqu'il connaît ça beaucoup mieux que moi. On a d'abord parlé des différents types de campagnes pour l'e-commerce. Ensuite, j'ai demandé à Rémi s'il vaut mieux automatiser ou non les campagnes shopping sur Google. On a parlé ensuite des campagnes dans le search, notamment la correspondance des mots-clés, la structure de ces campagnes et comment les optimiser. On a abordé également le sujet des campagnes DSA dans le Search Network. Donc Google va créer pour vous des annonces en fonction des mots-clés de votre landing page, donc c'est assez automatisé. Et j'ai demandé à Rémi simplement si c'est fiable ou non. On a vu également comment faire des campagnes de retargeting dynamique pour l'e-commerce. Et enfin, comment utiliser YouTube pour des campagnes à la performance en e-commerce, donc notamment les formats utilisés et les optimisations. Et dans la suite de cet épisode, on a ensuite discuté des bonnes pratiques Facebook Ads, cette fois-ci pour les e-commerçants, notamment la structure idéale pour vos campagnes, les audiences que vous devriez utiliser, les meilleurs formats et comment vous adapter à la mise à jour d'iOS 14. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Rémi dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Hello Rémi, comment vas-tu? Salut Danilo, ça va? Ouais, ça va super bien. Merci de venir sur le podcast. Avec grand plaisir, merci à toi. Alors, peux-tu te présenter à l'audience qui ne te connaît peut-être pas encore? Yes, donc je m'appelle Rémi Bandaillan, j'ai travaillé chez Google pendant 4 ans. J'ai fait autre chose aussi dans ma vie, mais voilà, ma dernière expérience, c'était ces 4 ans chez Google et j'ai décidé de quitter le navire il y a un peu plus de 2 ans pour monter une agence en marketing digital et en conseil qui s'appelle DataShake, et donc j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais aujourd'hui, voilà, on accompagne différents annonceurs sur toute leur stratégie d'acquisition en ligne. D'accord. Et ces annonceurs, c'est plutôt des e-commerçants, des Il y a, entreprises de services? oui, il y a pas mal de e-commerçants. Il y a beaucoup aussi d'entreprises dans le service. Honnêtement, on couvre tous les secteurs. On a de la finance, on a du retail, bien évidemment, on a de l'assurance, on a de l'immobilier. Enfin, honnêtement, c'est très large. Et Ok. aussi en termes de taille d'entreprise, on a aussi bien des mastodontes, tu vois, des entreprises qui sont très établies, qui existent depuis plusieurs décennies. On travaille avec Swiss Life, on travaille avec Air Liquide, Europcar, donc c'est des noms que tout le monde connaît. Et Europcar, ouais. aussi, ouais. Et aussi bien des startups, des scale-up, des PME. On travaille avec une startup qui s'appelle, enfin, tu dois connaître Conto, tu dois connaître Alan, je pense. Ouais, très bien. Ouais, Conto, j'aime beaucoup. Et Alan, j'ai déjà entendu parler d'eux, c'est les assurances, je pense, C'est comme tu la disais. mutuelle, exactement, ouais, des Ok. assurances. On travaille avec des marques dans la mode qui s'appellent Nathalie, From Future. On travaille avec une marque dans les compléments alimentaires qui s'appelle Épicure. Et après, on a des PME moins connues. On travaille avec une PME très sympa qui s'appelle Petit Bon dans la food. Enfin voilà, en tout cas, c'est très large. On a un panel d'annonceurs qui est aussi large en termes de taille qu'en termes de secteur.
D'accord, c'est vraiment intéressant. Concrètement, on a pas mal d'annonceurs aussi. Par contre, nous, c'est plutôt des PME, e-commerçants, DNVB. On n'a pas de groupe historique, comme tu disais, qu'on connaît tous, comme Air Liquide ou comme Europcar. Mais intéressant si vous en avez quelques-uns comme ça. Donc, je suppose que c'est des plus gros projets où il y a des plus gros enjeux. Et du coup, pour ces entreprises-là, est-ce que vous faites du Facebook Ads, du Google Ads, ou est-ce que vous faites encore d'autres canaux que ces deux-là qu'on va évoquer aujourd'hui? Donc nous dans le panel de leviers qu'on couvre, c'est tous les leviers payants digitaux, donc Facebook Ads et Google Ads étant les principaux, mais on fait aussi du LinkedIn Ads, du Bing Ads, du Twitter, du Amazon, du Snapchat, du TikTok, etc. Et il y en a d'autres. Pour les boîtes dont on a parlé, c'est vrai que on se cantonne à Facebook, Google, LinkedIn, Bing pour celles dont on a parlé. Mais ça va vraiment dépendre des business et des besoins. Tu vois, une boîte plus B2C qui a une audience un peu plus jeune, on va pouvoir proposer du TikTok ou du Snapchat. Ok. Une boîte qui fait de la déco, pourquoi pas du Pinterest. Ça va vraiment dépendre du business. Mais donc là, voilà, en l'occurrence, tu vois, Siemens, on leur a pas forcément proposé du Snapchat. Pour l'instant, c'était pas la Ouais, priorité. Mais donc, on s'adapte par rapport aux besoins. d'accord. Et donc, question rapide par rapport à ça, vos account managers, ils ont quand même du coup beaucoup de compétences médias, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer des campagnes Facebook, Google, Pinterest, etc. Ou alors c'est vraiment en fonction du client, tu vas le mettre sur un consultant qui est plutôt spécialisé en Google ou en Facebook ou en Pinterest, Snapchat. Comment ça se passe en fait? Non, donc tu as des agences, je sais, sur le marché qui se spécialisent, en tout cas où les consultants sont spécialisés par levier. Et donc, quand tu entres dans ces agences, tu vas faire que du Google ou que du Facebook toute la journée ou que Ok, du social, voilà. Nous, on part du principe que c'est pas forcément la bonne formule, en tout cas nous concernant, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que pour le consultant, c'est peut-être moins épanouissant de faire toujours le même levier toute la journée. Et donc, du coup, peut-être que s'il peut, tu vois, faire un peu de Google, puis un peu de Facebook, puis un peu de LinkedIn, je sais pas, peut-être que sa journée sera un peu différente. Et deuxièmement aussi pour l'annonceur, je trouve ça mieux s'il a un point de contact, donc le consultant, qui va à la fois lui parler de tous ses leviers, et donc du coup, bah, il y a quand même pas de perte d'information, contrairement à un format où tu as un point de contact sur Google, un point de contact sur Facebook, et donc du coup, potentiellement, il va y avoir un message qui va devoir être répété ou de la perte d'information. Donc, je ne sais pas s'il y a un meilleur ou moins bon modèle, mais nous, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est de partir sur celui-ci parce que on pense que pour le client, c'est plus simple et pour les consultants, c'est peut-être plus épanouissant. ouais, je partage un peu le même avis. Si un jour je fais du multicanal, multilevier, c'est clair qu'avoir un consultant par levier, à moins d'être une grosse agence, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous êtes combien actuellement? Là, on est 20 et on est en train de recruter à nouveau. Donc, je pense que d'ici fin 2021, on sera entre 25 et 30. Bah, c'est pas mal, c'est une grosse croissance. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans que vous existez, c'est ça? Depuis 2 ans, 2018? 2 ans, depuis 2019? depuis ouais, mai 2019. Mai 2019, ouais, c'était vraiment très 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 rapide. Et du coup, justement, parle-nous un peu de tout ça. Donc tu as quitté Google à ce moment-là, mai 2019? Ou alors tu l'avais quitté un peu avant? Un petit peu avant, c'était fin 2018. Janvier 2019, on a quitté Google. On a eu 2, 3 mois de battement, enfin 3, 4 mois de battement. Et ensuite, on a lancé DataShake. Et, euh, et voilà, ça s'est fait assez rapidement. C'était assez fluide comme process. On n'a pas eu, tu vois, des mois de doute où on s'est mis au travail tout de suite à partir du moment où on est parti de chez Google. Donc, c'est comme ça que ça a pu démarrer assez vite. D'accord. Et vous avez commencé en tant qu'agence média pure et dure, ou alors est-ce que vous avez commencé un peu comme certains en faisant du conseil ou de la formation? Alors, notre offre, elle est divisée en trois parties. En fait, on fait un peu des trois. On a une partie média pure où, si tu veux, on gère les campagnes des annonceurs. Et donc là, c'est un format en somme classique où on est en autonomie sur les campagnes. Et donc, on se doit d'améliorer la rentabilité des campagnes. Et puis après, on a aussi un format conseil beaucoup plus ponctuel sur des missions, tu vois, diverses et variées, de tracking, de setup analytics, ça peut être de la création de campagne aussi. Enfin, c'est très varié. Et on a un dernier volet, un volet de formation euh, pour faire voilà, transmettre la compétence et faire des formations sur mesure. Donc, on a dès le début, dès le jour 1, proposé cette offre en trois piliers. Mais après, c'est vrai que le format le plus demandé, le plus commun, c'est le format gestion de campagne, où en fait, voilà, le format un peu classique de gestion de budget média. Ouais, comme toujours. C'est vrai que c'est très demandé parce que les entreprises qui le délèguent ou qui font appel à des consultants veulent directement ne pas s'en occuper. Et sinon, elles essaieraient de développer la compétence en interne et Mm. former des collaborateurs. Donc, je suppose que les deux offres
un peu moins demandé, donc conseils et formation, c'est plutôt pour former des plus petites entreprises ou alors des salariés qui sont dans les entreprises et qui font déjà du digital. Exactement. En fait, tu as des entreprises parfois qui vont nous dire, ben, on n'a pas besoin d'externaliser cette partie, mais par contre, on sait qu'on a des personnes en interne qui ont besoin de compléter un peu les compétences, et donc du coup, on va pouvoir les aider là-dessus. Et puis parfois, tu as aussi des formats un peu hybrides où on va nous dire, j'aimerais que vous gériez nos campagnes pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Et à l'issue de ces 6 mois, on va mettre en place des formations. Comme ça, progressivement, on va devenir autonome et on va prendre la main sur la suite, sur la gestion des campagnes. Donc ça peut se faire aussi. Ok. Une première partie gestion de campagne et la suite au format formation. Ouais, mais c'est vrai que je confirme, on a déjà eu des demandes en ce sens, c'est-à-dire gérer des campagnes pendant quelques mois et ensuite, ben, soit leur laisser la main et leur faire un peu de conseils, ou alors leur donner un programme de formation. Moi, personnellement, c'est un peu moins dans mon intérêt de le faire, donc je n'accepte pas forcément. Mais c'est vrai que si tu as cette offre-là déjà, autant en profiter. Je voulais aussi te demander par rapport à votre agence, donc vous êtes développé assez vite, donc là vous êtes déjà 20 collaborateurs en 2 ans, quasiment en 2 ans et quelques mois. Comment vous avez trouvé vos premiers clients? Parce qu'on le sait que c'est pas facile quand on se lance en tant qu'agence, en tant que consultant. Il y a beaucoup de concurrence. Déjà à l'époque, il y avait déjà les grosses agences qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous êtes démarqué et comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients? Les premiers clients qu'on a trouvés, c'était principalement avec le réseau. Donc, il y a eu un peu de réseau personnel à Anthony et moi, donc Anthony qui est mon associé, un peu de réseau personnel avec nos amis, avec voilà les amis d'amis, avec des gens qu'on connaissait. Donc ça nous a un peu aidé. Et surtout le réseau professionnel que l'on a pu se construire chez Google, avec notamment des annonceurs avec qui on travaillait en direct et à qui on a dit on va monter notre projet à nous. Donc, on pourrait potentiellement continuer à travailler ensemble. Il y en a certains qui ont été séduits. Et donc, le premier mois, si tu veux, j'ai plus les chiffres en tête, mais on avait déjà 7-8 clients dès le premier mois. Ouais, c'est intéressant. Je m'en souviens très bien. Et après, donc ça pour moi, il y a 2 étapes. Il y a une première étape du tout début où là il te faut un peu de contact, donc il te faut, ça peut être via du réseau. Je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas pour les premières semaines, de faire avec son réseau. Et puis après, cette partie réseau, si tu fais bien ton travail, si tu es productif, tu vas l'épuiser assez rapidement. Normalement, t'as pas besoin de 6 mois, à part si tu as un énorme réseau, mais t'as pas besoin de 6 mois pour creuser toutes les pistes que tu as. Même si le réseau il se travaille au fur et à mesure, donc il faut jamais s'arrêter. Mais je pense qu'en tout cas au début, tu fais le tour des personnes que tu connais, puis à un moment tu arrives à épuisement. Et donc là, il y a une deuxième étape pour nous qui a été de commencer à faire parler de nous au-delà des gens qu'on connaissait déjà. Et donc on a essayé de faire un peu de communication à droite à gauche, notamment avec différents articles de presse. On a essayé d'avoir quelques passages télé. On a aussi été participer à des événements, tu vois, à des conférences. On a fait des formations auprès de différents VC, et des incubateurs aussi. Donc en gros, on a essayé d'avoir une présence un peu à droite à gauche sur les réseaux, dans des articles de presse, auprès de partenaires, qui nous a permis du coup de nous faire connaître auprès de gens qui ne nous connaissaient pas et qui n'avaient jamais entendu parler de nous. Donc ça, pour moi, c'est une étape 2 où tu commences vraiment à grandir et à ne plus simplement aller chercher les contacts faciles que tu as dans un cercle 1, mais aller chercher des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Ouais, je vois. En passant par des partenaires. Donc les VC, ça j'avais jamais entendu. Donc en gros, tu formais des VC qui eux-mêmes te présentaient à leurs entreprises. Non, je formais, je contactais les VC, Ok. et je le fais d'ailleurs toujours aujourd'hui, en parlant de ce qu'on pouvait proposer à leur participation, à leur startup, Ok. et en leur proposant, par exemple, tu vois, une formation gratuite où je leur dis, ben moi je vais pouvoir vous faire une formation sur Google Ads, sur Facebook Ads de 2 heures Ok. gratuitement. Et donc eux, ben c'est quand même du temps que tu leur proposes gratuit qui peut intéresser certaines de leurs startups. Et donc, du coup, ben, tu as 5, 10, 15 startups qui sont intéressées, que tu vas former. Et derrière ça crée une relation avec le VC qui potentiellement demain va pouvoir te faire une mise en relation. Oui. Et deux, ben, les fameuses startups qui ont participé aux formations, enfin la tienne, potentiellement, elles vont pouvoir derrière refaire appel à toi pour d'autres sujets. Et donc, comme tu te fais un peu un nom comme ça, il y a eu plein de fois où j'ai fait des formations et ça n'a servi à rien. Enfin, Ok. Ouais, ça peut se ça ne comprendre. sert jamais à rien, mais en tout cas, ça n'a pas amené de clients directs. Et d'autres où il y a eu vraiment
un nouveau contrat à la suite de la formation parce que une des startups était intéressée pour aller plus loin. Donc voilà, le but c'est de créer un peu des partenariats dans un écosystème où tout le monde se connaît, où il n'y a pas non plus 500 acteurs qui peuvent être des intermédiaires pour toi, surtout dans l'écosystème startup. Donc je trouvais ça intéressant. Moi, j'aime vraiment bien cette stratégie de vraiment contacter les VC, voir ce que tu peux proposer aux startups, parce qu'après, dans tous les cas, ça te fait de la notoriété en plus, des contacts en plus. Donc vraiment, celle-là, je ne l'avais pas entendue avant. C'est vraiment intéressant. Et après, le reste, si j'ai bien compris, il y avait articles de presse, Ouais. certains partenariats de visibilité. Articles de presse, j'ai jamais trop cru. Est-ce que c'est moi qui ai un mauvais a priori par rapport à ça, ou est-ce que ça marche un tout petit peu Ouais, d'avoir de la presse? T'as un mauvais a priori. Ok. En soi, ça dépend de la presse, ça dépend de ce que tu racontes à l'intérieur. Ouais, Mais c'est vrai. déjà, de un, c'est assez dur à avoir. C'est-à-dire que si t'as pas une histoire à raconter, si t'as pas un peu de matière, en fait, les journalistes se font tellement solliciter tous les Ouais. jours que il n'y a pas de raison qu'ils te fassent une fleur et qu'ils te parlent de toi plutôt que quelqu'un d'autre à partir du moment où tu n'as vraiment pas quelque chose de solide à raconter. Donc, de un, c'est pas simple. Et de deux, si jamais tu y arrives, je trouve qu'il y a un impact. Notamment, on a réussi à avoir un article dans les Échos Ouais. et on avait eu tout de suite après pas mal de retombées, pas mal de gens qui nous ont contactés. Ouais. On avait eu la chance de passer sur BFM Business et là aussi, ça nous avait apporté pas mal de contacts. Ouais. Il y a eu d'autres articles, tu vois, dans des journaux un peu plus spécialisés où ça n'a pas apporté grand-chose, mais je pense que encore une fois, c'est pas que ça apporte grand-chose, c'est pas que ça apporte rien, ça apporte pas forcément de clients directs, mais ça apporte toujours un peu de notoriété et les gens entendent parler de toi. Donc, il y aura certains moments où ça va fonctionner, d'autres non. Et en tout cas, nous, à chaque fois qu'on le fait, même s'il n'y a pas forcément tout de suite des nouvelles signatures de contrat, il y a quand même un petit peu on sent qu'il y a des gens qui viennent nous parler sur LinkedIn, il y a des gens qui nous disent, ah, j'ai vu l'article dans lequel tu es passé. Donc, il y a toujours un peu de traction qui se crée. Dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas. C'est vrai que parfois, tu peux avoir une traction très directe, avoir le lendemain des leads qui arrivent parce qu'ils t'ont écouté sur BFM. D'autres fois, c'est peut-être un peu moins le cas. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'aimerais bien un jour activer la presse pour moi. Et je pense que j'ai une histoire aussi intéressante à raconter. Donc, dans ton cas, c'est plutôt le fait d'avoir travaillé chez Google pendant plusieurs années et avoir lancé votre agence. Moi, dans le mien, ce que j'aime bien, je pense, dans mon storytelling, c'est que je suis parti d'un blog qui m'a ensuite permis de devenir consultant et ensuite de lancer mon agence. Donc, je pense qu'il y a des choses à raconter là-dessus parce que, en fait, au départ, contrairement à toi, j'avais pas beaucoup de réseaux parce que je démarrais ma carrière professionnelle et du coup, moi, j'avais pas pu trouver mes clients grâce au réseau au début en tout cas. Ok, ben Voilà. ça, je pense que typiquement, tu vois, le parcours blog, consultant et agence, c'est sûr que c'est un récit qui va intéresser plein de gens parce que ben il y a plein de gens, je pense, qui sont dans la même situation, qui ont besoin, tu vois, qui se cherchent un peu et qui savent pas comment procéder pour monter tout un projet, tout un business. Et à partir du moment où ils s'intéressent du monde, ben la presse peut s'y intéresser aussi puisque du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'audience. Et donc tu devrais essayer d'activer ces leviers-là. Bah écoute, ouais, je garde vraiment ça en tête, mais en tout cas, c'est intéressant ce qu'on s'est dit ici par rapport à comment trouver des clients en tant qu'agence, que évidemment, on aime bien se donner des conseils. Moi, personnellement, je trouve que ce qui marche le mieux là-dedans, c'est les mises en relation, les partenariats, partage de visibilité. T'as pas beaucoup parlé de bouche à oreille, mais je suppose que vous en avez Oui, naturellement avec vos oui. clients. Alors voilà, ça se fait. Je parlais d'étape 1, étape 2. Je pense que ça c'est l'étape 3 parce que le bouche à oreille, il arrive à un moment où en fait le bouche à oreille ne peut venir que de clients qui sont satisfaits de toi et les clients qui sont satisfaits de toi. En général, ils vont pas faire du bouche à oreille au bout de 2 semaines. Il y a besoin qu'ils aient un peu de recul, tu vois, et qu'ils disent ah non, ça fait 3 à 6 mois qu'on travaille avec eux, on en est vraiment content. Et c'est là qu'ils commencent un peu à discuter autour d'eux. Donc nous, on a clairement aujourd'hui un effet bouche à oreille et qu'on ressent de plus en plus, puisqu'en fait, plus tu as de clients Ouais. et tu as un effet boule de neige puisque tu multiplies le nombre de potentiels entreprises à qui eux vont parler. Et donc avec ce bouche à oreille, et donc en fait, ça fait que s'empirer, on va dire s'améliorer plutôt. S'améliorer, ouais. Mais donc voilà, là on le sent vraiment en ce moment, le bouche à oreille, c'est ce qui aujourd'hui nous rapporte le plus de contacts. Très intéressant, très intéressant. C'est vrai que moi, ça me rapporte aussi, mais pas autant, je pense, que ma communication, mais les posts que je peux faire, les mises en relation. Enfin Parce bref, que toi, tu es un ouais, influenceur sur LinkedIn. oh, j'aime pas dire ça, mais non, non, franchement, ça va encore. J'ai plus tant de reach que ça. Vu que maintenant sur LinkedIn, comme tu as peut-être dû l'entendre, Ouais, j'ai LinkedIn, entendu. maintenant ils veulent que tu payes. Non, mais c'est vrai que j'ai entendu que sur LinkedIn, on pourra bientôt sponsoriser ces posts. Donc moi, ça m'étonne pas trop qu'il y ait moins de Ah oui. visibilité. Et toi, Ouais. tu t'as senti vraiment, je sais que j'ai entendu parler de ça là il y a quelques semaines et ça, t'as vraiment senti un impact? Ouais,
Ouais, je sens quand même un impact. Je trouve qu'avant, les textes, les posts textes fonctionnaient super bien. Maintenant, ils fonctionnent plus du tout. Par contre, quand je mets des carousels, des images, là, j'ai mis 1 ou 2 vidéos comme ça, des passages que j'avais fait, que j'avais découpés, et il y a eu plein de visibilité, alors qu'avant, c'était les posts textes qui fonctionnaient très bien, et maintenant, beaucoup moins. Donc ouais, je reste sur, je peux dire mes stats, plus ou moins 10 000 vues par post, mais avant, ça restait plus élevé, avec moins d'efforts, je dirais. Donc Je bizarre. comprends. Vraiment, ça change beaucoup. Enfin bref, je te propose de passer à la partie qui nous intéresse tous, hein, je pense, toi, moi, les auditeurs. C'est la partie média, puisque tu vas nous parler de Google Ads et de Facebook Ads. Donc je pense que tu l'as dit, tu fais des campagnes Facebook et Google Ads, en tout cas, ton agence le fait. Par contre, j'aimerais bien prendre un peu le prisme e-commerce, tout le fait que je te posais la question, tu as qui comme client, et j'aimerais bien qu'on voit ensemble toutes les bonnes pratiques et challenges courants qu'on peut retrouver en e-commerce, à la fois sur Google Ads et Facebook Ads. Donc ça fait un beau programme. Mm. Avec quoi veux-tu commencer, Rémi? Google ou Facebook? Eh ben, je te laisse choisir. Allez, Google Ads, parce que c'est celui que je connais un peu le moins, et je pense que c'est le gros morceau, parce que j'ai pas mal de questions à te poser là-dessus. Ok. Et la première, justement, je pense que ça serait bien de revenir sur les différents types de campagnes Google Ads, mais encore une fois, pour l'e-commerce. Et après, si tu peux me dire également, quelles sont les campagnes les plus efficaces que vous retrouvez aujourd'hui sur vos comptes clients? Ok, alors déjà, un petit aparté, pour ceux qui connaissent pas forcément Google Ads, déjà, il y a un une première erreur que je remarque souvent, c'est que les gens mélangent Google Ads, AdWords, le search, et donc c'est vrai que le vocabulaire est important. Donc il faut bien avoir en tête que Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google, que AdWords, c'est l'ancien nom en fait de Google Ads, c'est tout. Ouais, Donc c'est la même chose. Et puis à l'intérieur de Google Ads, tu vas avoir différents types de campagnes. Et dans les différents types de campagnes, tu as un type de campagne qui s'appelle le search, donc la capacité de faire des publicités sur le réseau de recherche de Google, qui est tout simplement lorsque tu vas sur google.fr et que tu tapes un mot-clé, on va avoir une annonce textuelle. Et donc du coup, souvent j'entends le mélange où on me dit ah ben moi je vais lancer une campagne Google Ads alors qu'en fait il veut parler d'une campagne search, ou à l'inverse on va mélanger l'un et l'autre. Donc ça, c'est un premier point peut-être important en termes de vocabulaire. Mais donc les différents types de campagnes que tu vas retrouver sur Google Ads et notamment adaptées au e-commerce. Donc c'est les campagnes search, comme je viens d'en parler, c'est vraiment le type de campagne phare que tu vas avoir sur Google. C'est très rare de lancer un business en e-commerce et de faire des campagnes Google Ads sans lancer de campagne search, parce que en fait c'est le premier point d'entrée que tu vas avoir sur Google. Tu as une part de marché de Google en termes de moteur de recherche qui est énorme en France, qui est plus de 90%, ça va dépendre des chiffres, qui est aussi grosse à l'étranger, alors un peu moins aux États-Unis, mais qui est aussi grosse à l'étranger. Donc pour moi, c'est une porte d'entrée évidente. Donc faire des campagnes search quand tu es un business de plein de secteurs différents, c'est applicable, et quand tu es dans le e-commerce, ça me paraît une évidence. Tu vas avoir les campagnes shopping, où là, pour le coup, c'est vraiment des campagnes dédiées aux e-commerçants. Donc en fait, Google a créé ce type de campagne qui est un peu plus visuel que le search. Je pense que les auditeurs voient à quoi je fais référence. Lorsque tu vas sur Google, tu tapes chaussures Nike, tu vas avoir à la fois des images en haut de ton navigateur avec un prix, la marque, et donc tu peux cliquer dessus et là, à ce moment-là, tu es redirigé vers le site. Donc ça, c'est les campagnes shopping, et c'est en dessous qu'on va retrouver les campagnes search. Les campagnes shopping, elles ont vraiment été créées dans ce but de mettre en avant des produits pour des retailers. Et donc, du coup, si tu veux, le fait qu'il y ait une image, qu'il y ait le prix qui soit affiché, c'est quand même plus attrayant que les annonces search qui sont un peu brutes de décoffrage et qui, du coup, sont peut-être moins séduisantes lorsque tu vois un produit physique. Donc, tu as tes campagnes shopping. Tu vas également avoir des campagnes display. Donc, les campagnes display, c'est les campagnes que tu vas pouvoir activer. Enfin, c'est des annonces que tu vas pouvoir activer sur le réseau de sites partenaires de Google, qui de mémoire couvre plus de 80% des sites internet dans le monde. Donc, c'est toutes les bannières visuelles qu'on va retrouver sur les sites du type l'équipe, Le Monde. Enfin, quasiment tous les sites internet ont des bannières aujourd'hui pour se rémunérer. À droite, en haut, parfois au milieu de l'article. Et donc, c'est là que toi, en tant qu'annonceur, tu vas pouvoir afficher ta publicité, souvent au format visuel. Et donc là, si tu es un retailer, potentiellement afficher ton produit, pourquoi pas afficher le prix,
Tu peux afficher un call to action du type ajouter au panier ou acheter. Donc ça s'y prête bien pour les retailers. Et peut-être qu'on y reviendra, mais ça s'y prête encore mieux lorsque tu fais du retargeting sur le display. Tu as ensuite les campagnes YouTube, donc ou campagnes vidéo, c'est pareil. Donc là, pour le coup, on va dire que c'est pas adapté à tous les retailers, mais en tout cas, c'est des campagnes qui vont te permettre d'afficher les fameuses publicités sur YouTube avant que tu lises une vidéo. Donc tu sais, tu vas avoir un pré-roll en général que tu vas pouvoir skipper au bout de 5 secondes. Et donc c'est là où toi tu vas pouvoir en tant qu'annonceur diffuser ta vidéo et promouvoir ton produit. Donc là, ça va dépendre vraiment du business et du type de produit. Je pense que comme c'est un format vidéo par définition, ça peut pas fonctionner avec tout le monde et ça va énormément dépendre de la vidéo en elle-même et de la manière dont elle est faite. Mais en tout cas, c'est toujours un format intéressant à tester, je trouve, si tu as les assets pour le faire. Et nous, ça fonctionne bien avec les annonceurs avec qui on le fait, notamment encore une fois en retargeting, en partant du principe que tous les gens qui sont venus sur ton site sont des gens qui sont plutôt qualifiés. Et donc, tu prends pas trop de risques à aller recibler ces gens-là sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est les campagnes principales. Et puis après, tu as d'autres campagnes qui gravitent autour. Tu vas avoir, peut-être qu'on en reparlera, tu as des campagnes locales. Là, c'est pour les retailers qui ont une présence physique. Tu vas avoir les campagnes Discovery qui sont une forme de campagne display un peu améliorée. Tu as un nouveau type de campagne dont on reparlera, je pense, qui s'appelle les campagnes Performance Max. Tu as les campagnes app qui sont faites pour les annonceurs qui ont des applications mobiles. Donc voilà, après, tu as d'autres types de campagnes, mais les principales, c'est vraiment, en tout cas pour un retailer, c'est le search, shopping, ça pour moi, c'est un incontournable. Okay. Et puis après, display, au moins en retargeting, je dirais. Pourquoi pas en acquisition. Et ensuite, YouTube, en fonction du business, du produit et surtout en fonction de la vidéo, ça peut également être intéressant. D'accord, donc search c'est indispensable et c'est vrai que tu l'as peut-être pas précisé par rapport à shopping, c'est quand tu vas dans l'onglet images, parce que je faisais une recherche, donc si tu tapes chaussures Nike, c'est vraiment quand tu vas dans l'onglet images que tu vois les annonces. Alors ça dépend, en fait ça va dépendre de tes requêtes. Des fois il y a des requêtes où tu vas les avoir en haut sur tes résultats de recherche. Et des fois, tu as des requêtes où en effet, il affiche pas d'annonce shopping par défaut et tu vas devoir en effet aller sur l'onglet shopping ou parfois dans l'onglet images. Ça, c'est également récent. Ils ont affiché les annonces shopping dans l'onglet images. Ouais. Donc, ça va dépendre des requêtes. En effet, je suis en train de le faire en même temps que toi et moi, je le vois sur ma page de résultats, mais je le vois à droite. Je le vois pas en haut. Ah, tu le vois à droite. En fait, moi, à droite, j'ai une extension, donc du coup, ça le cache un peu. Ah, oui. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai cliqué sur Images, j'ai vu les annonces shopping. Puis après, je suis revenu sur tous. Et là, je revois à nouveau les annonces shopping alors qu'elles n'étaient pas là auparavant. Donc, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un format vraiment intéressant parce que c'est une sorte de search amélioré puisqu'il y a une image et c'est parfait pour l'e-commerce. Pour YouTube, moi, il y a un autre format que j'avais entendu, c'est justement ton cousin, Jérémy Bandaillon, qui en avait parlé, qui expliquait qu'en gros, sur YouTube, en fonction de l'intention de recherche, tu peux lui montrer une vidéo ads. Donc, admettons que moi, je cherche des chaussures Nike, justement. Et donc, quand j'irai sur YouTube, je verrai une publicité vidéo sur YouTube qui parle de Nike. Du coup, ça, c'est plutôt un ciblage, pas vraiment un format. Oui, ça, c'est un ciblage. Donc, en fait, comme le dit très bien Jérémy, que je recommande fortement, enfin, dont l'entreprise Splasher est superbe et je la recommande fortement pour créer du contenu vidéo. Mais donc, du coup, en effet, il a parlé d'un ciblage qui est assez puissant, qui te permet sur YouTube d'aller afficher ton annonce auprès de gens qui ont fait une requête spécifique sur Google, donc sur la partie search. Donc, en fait, tu peux faire le pont entre ce que les gens vont rechercher sur Google et la publicité qu'ils vont voir sur YouTube. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intent, en ligne d'intention. Ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu vas demander à Google, je veux cibler les personnes qui ont fait des recherches associées à tel sujet ou à tel thème, et je veux les recibler sur YouTube. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avant, c'était alors c'est pas tout récent non plus, mais avant, c'était pas possible de faire ce pont-là entre les deux plateformes, et donc du coup, c'était bien segmenté et tu étais obligé de faire avec les audiences prédéfinies sur YouTube et tu devais choisir les ciblages parmi ceux qui étaient proposés. Et puis maintenant, tu peux un peu faire à ta sauce et donc créer un peu ton propre ciblage à partir de ce que les gens ont tapé sur Google. Donc c'est assez intéressant. Ok, parce qu'en fait, j'amène le sujet sur la table parce que dans la tête de beaucoup de gens,
sur Google, il n'y a pas d'audience. En fait, si, il y a des audiences. C'est qu'en effet, il y a des recherches par mots-clés, mais sur YouTube, il y a des audiences, déjà du retargeting, basées sur des mots-clés, des intérêts. Je sais qu'il y a des lookalikes, comme dans Facebook. Et bien sûr, le display, ben moi, j'ai toujours vu le display comme étant du retargeting. Donc, je suppose qu'on peut faire du display en mode acquisition, mais je suis pas sûr que c'est le plus efficace quand on connaît les taux de clic du display. Donc, intéressant. Donc, si on doit résumer tout ce que tu as dit, ce qui est vraiment indispensable pour un e-commerçant qui nous écoute, c'est d'avoir du search et du shopping. Et après, bien sûr, si on veut s'étendre, on peut tester du display. Ça, je suppose que c'est logique aussi, tant qu'on a les créas. Voilà. Et du YouTube si on a de la vidéo. OK. Voilà. Parlons de shopping, justement. Ben, moi, ce que j'ai entendu par un de mes clients, c'est OK, moi, je fais des campagnes shopping. Et par contre, mon consultant m'a dit que ce qui fonctionnait le mieux, c'est les campagnes smart shopping automatisées. Et il m'a expliqué en gros que ça performait super bien. Après, c'est pas un expert, donc je vais pas demander c'est quoi les avantages et les désavantages, mais toi, tu es un expert, donc a priori, tu peux me donner justement les désavantages, enfin les avantages et désavantages de ce format très automatisé. Ouais, donc shopping, peut-être pour faire une introduction aussi là-dessus, c'est un format de campagne où tu ne choisis pas les mots-clés sur lesquels tu vas apparaître. Et en fait, c'est Google qui va aller se positionner sur des termes bien définis, non pas par rapport du coup à des mots-clés que tu auras entrés dans la plateforme, mais par rapport à un flux de produits que tu vas construire toi-même. Et donc du coup, tu vas importer ce flux de produits sur une plateforme qui s'appelle Google Merchant Center. Et donc, c'est sur cette plateforme-là que Google va aller pouvoir piocher des informations, donc des mots dans tes produits et dans ton flux, et derrière va aller pouvoir se positionner dessus. Donc, il faut bien avoir en tête que sur Shopping, tu as un peu moins de contrôle par définition que sur le search, parce que tu peux pas contrôler à 100% sur quel terme tu vas apparaître, et c'est ton flux de produits qui va indiquer à Google, qui va aider Google sur quoi apparaître, sur quoi se positionner. Donc okay. Ça, c'est le principe de la campagne shopping. Maintenant, la smart shopping qui est sortie il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 2-3 ans, je dirais. La smart shopping, c'est une campagne shopping en somme, mais qui est plus automatisée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plus automatisé? Déjà, en termes de stratégie d'enchère, c'est une des principales caractéristiques. Sur le shopping classique, tu as plus de contrôle, tu peux choisir les enchères à la main, tu as un choix plus large en termes de type de stratégie d'enchère. Sur le smart shopping, tu as le droit de mémoire à deux types de stratégies d'enchères qui sont toutes deux 100% automatisées. Donc déjà, de 1, tu as moins de contrôle sur l'enchère que tu peux mettre sur tes différents produits, et c'est Google qui va choisir pour toi. Donc, moi, je trouve ça bien parce que normalement, si l'algorithme fait bien son travail, il va mieux enchérir que toi, et ça te fait gagner aussi du temps. Là où avant, en fait, sur les campagnes shopping classiques, tu dois choisir une enchère par produit ou par type de produit, par catégorie de produit, donc c'est quand même assez chronophage, et puis tu dois changer régulièrement parce que tu as des actualités. Pour ce qui est du smart shopping, c'est Google qui choisit pour toi. Donc ça, c'est un premier point, je trouve, très important, c'est le système d'enchères qui est automatisé sur la partie smart shopping. Deuxièmement, un point très important aussi, c'est sur la priorisation des produits. Donc, en fait, avec la campagne shopping classique, tu vas pouvoir davantage organiser ta campagne, organiser tes produits à l'intérieur de ta campagne, et pouvoir mettre des priorités à droite à gauche, et donc du coup choisir lesquels sont les plus importants, lesquels sont les moins importants, et du coup sur lesquels tu as envie de mettre un peu plus d'argent. Sur la smart shopping, là aussi, c'est un peu automatisé, donc tu as moins de granularité dans la manière dont ta campagne est construite. Et c'est Google qui va t'aider à se positionner sur tel ou tel produit par rapport à différents critères, notamment par rapport à la valeur du produit, par rapport au stock. Enfin voilà, tu as différents critères. Mais donc, oui, Google, le stock aussi. Voilà, Google va pouvoir t'aider sur cette partie-là. Et un dernier point qui pour moi est très important et qui justifie beaucoup, en tout cas en partie la bonne performance des campagnes shopping, des campagnes smart shopping, c'est le fait que dans la campagne smart shopping, tu vas avoir une partie de retargeting dynamique. Alors, du coup, on ouvre une boîte qui en ouvre une autre. Donc, le retargeting dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'afficher une annonce sur le réseau display, donc sur le réseau dont on a parlé tout à l'heure, de bannière de Google. Donc, sur ce réseau-là, Google va aller prendre ton flux de produits, il va aller en faire une bannière, et ça sera dynamique parce que Google va afficher les produits pris de ton flux qui sont les plus intéressants à afficher, notamment ceux qui ont été consultés par l'internaute. Donc typiquement moi, c'est ce que j'ai vu chez mon client. Je vais sur Nike.com.
je vois 3-4 paires, puis je m'en vais. Et en fait, 2 jours plus tard, je vais voir une bannière sur un blog, qu'importe. Et Google va me réafficher exactement ces 3 ou 4 paires que j'ai consultées auparavant. Et donc, c'est ça qu'on appelle le retargeting dynamique. C'est le fait d'afficher une bannière à des visiteurs de ton site avec des produits qu'ils ont consultés au préalable. D'accord, et ça reste du smart shopping uniquement, quoi. Et donc en fait, alors ce fameux retargeting dynamique, tu peux le faire de 2 manières. Soit tu vas créer une campagne display expressément pour ça, ok. Et donc du coup, tu vas devoir plugger un flux Merchant Center à cette campagne display et tu vas pouvoir faire du retargeting dynamique à travers cette campagne display. Ou alors, comme on l'aura dit, ta campagne shopping, elle inclut automatiquement un petit peu de display retargeting dynamique. Et donc, si tu veux, quand toi, tu regardes les performances de ta campagne Smart Shopping, et ben, en fait, tu vas voir des super ROAS, des super ROAS, un nombre de ventes top. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a une grosse partie, plus ou moins grosse partie de ces ventes-là, qui a été générée par la partie display retargeting dynamique. Et donc ça, bon ben, aujourd'hui, on n'a pas le détail, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir sur mes 100 ventes générées par ma Smart Shopping, combien ont été générés par le display retargeting dynamique et combien ont été générés par le shopping pur, entre guillemets. Ah oui, ça c'est un gros désavantage. Donc en gros, j'essaie de ne pas te couper du tout quand tu parlais, mais c'est difficile. Mais oui, j'ai compris que Smart Shopping, du coup, ça fait vraiment le travail à ta place. Mais le gros défaut de tout ça, finalement, c'est que tu as un tout petit peu moins de contrôle et que justement au niveau des résultats, comme il fait du retargeting dynamique en même temps, tout de suite, ça vient booster ton truc. Donc Oui. ça, c'est vrai que moi, mon client, on ne l'avait pas dit, mais je n'avais pas compris. Mais en effet, ce que j'allais te dire, c'est que je vois de temps en temps sur Google les produits de mes clients en tant que bannière. Et en fait, moi, je pensais que c'était du display tout court, mais visiblement, c'est du smart shopping qui a été activé, mais ils ne savent peut-être même pas, quoi. Donc, Oui, complètement. Et ça peut poser problème parce que des fois, tu vas avoir des marques qui ont une image de marque assez soignée avec des produits, tu vois, notamment, je pense à la mode un peu premium et qui sont pas forcément fans du format retargeting dynamique parce que pour ceux qui l'ont déjà vu, tu sais, c'est très brut de décoffrage. Ça va être des images, tu vois, les unes après les autres avec le produit en dessous. C'est pas très esthétique, on va dire. c'est Donc clair. du coup, si t'es pas au courant, toi tu fais ta campagne Smart Shopping en te disant, je vais apparaître sur le réseau shopping de Google, et en fait tu sais pas que derrière tu vas avoir potentiellement des bannières en display qui sont pas très jolies. Donc à prendre avec des pincettes. Le Smart Shopping, nous on l'utilise énormément pour les marques, mais on prévient les marques qu'il y a une partie de retargeting dynamique à l'intérieur. Et je trouve ça bien aussi parfois de le compléter avec une campagne shopping manuelle. Et tu vas mettre que certains produits en manuel. Enfin, le but, c'est d'ab tester un peu les deux et de voir ce qui fonctionne le mieux. Mais là, de façon générale, quand même, si on devait conclure là-dessus, la Smart Shopping, elle a des meilleures performances que la shopping classique. D'accord, c'est une bonne conclusion et merci pour les remarques par rapport à ça, parce que c'est vrai que si on écoute Google, tout est positif, mais il y a quand même des petits trucs où il faut quand même faire attention. Après, j'allais dire rapidement, quand tu fais l'A/B test, il n'y a pas de chevauchement, donc c'est vraiment un A/B test pur et dur où tu vas faire un ad set différent et laisser Google choisir l'un soit l'autre et après A/B tester, c'est bien ça? Donc en fait, l'A/B test, tu peux pas le faire à l'intérieur d'une campagne parce que c'est un type de campagne, donc tu peux pas mélanger Smart Shopping et Shopping. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est avoir une campagne Smart Shopping isolée et puis après une autre campagne Shopping de l'autre côté. Et à l'intérieur, en effet, tu vas avoir différents ad groupes et en général, tu vas pouvoir sélectionner quel type de produit tu vas mettre dans quel ad groupe. Et donc du coup, c'est comme ça que tu fais ton A/B test. C'est rare. Je ne recommande quand même pas d'avoir les mêmes produits qui sont diffusés à la fois dans la campagne shopping et dans la campagne smart shopping. Le mieux, c'est peut-être d'avoir des produits X dans la campagne smart shopping et des produits Y dans la campagne shopping. Et tu vois un peu comment ça prend. Et puis potentiellement, tu fais transvaser des produits de droite à gauche. Mais voilà, tu joues avec les ad groups, avec le côté smart shopping et shopping manuel, et avec le type de produit. Ok, c'est ça ma question, parce que si tout se chevauche et que tu enchéris contre toi-même, c'est un peu bête. Ouais, c'est le Ok. bazar. Bon, et au niveau du search, on a parlé du fait que c'est hyper important pour les e-commerçants. Moi, ce que je sais du search, c'est que, comme j'ai un peu fait de search il y a très longtemps, c'est que tu as différents types de correspondances dans les mots-clés. Tu as les requêtes larges, expressions exactes, les mots-clés exacts, pardon. Et justement, vous, comment vous structurez vos campagnes pour vos clients avec ces fameux différents types de correspondances?
Donc c'est un sujet très important et qui est de plus en plus à l'ordre du jour. Déjà, il faut savoir que les types de correspondance de mots-clés, c'est quelque chose qui a évolué récemment, puisque avant, tu avais 4 types de correspondance. Tu avais, donc comme tu l'as très bien dit, le large, l'expression exacte et le mot-clé exact. Et en plus de ça, tu avais ce qu'on appelait le modificateur de requête large, ou alors le large modifié. Et ce type de correspondance, il a disparu il y a maintenant quelques mois, je dirais, pour qu'on en ait plus que 3 au lieu d'en avoir 4. Donc, si tu veux, on voit qu'il y a Google qui est dans une phase de simplification de configuration des campagnes, qui fait tout pour que ce soit plus facile pour tout le monde de créer ses campagnes et de choisir ces types de mots-clés. Et donc, du coup, nous, notre recommandation, elle est assez simple pour des retailers et pour d'autres aussi. C'est de pas forcément partir tout de suite sur du large, puisque le large, comme son nom l'indique, alors je vais passer peut-être les règles très précises de dans quel cas ça se déclenche, dans quel cas ça se déclenche pas, mais en gros, c'est assez simple de comprendre que le type de correspondance large, en fait, ça va nous faire apparaître sur des requêtes qui sont très très éloignées potentiellement de notre mot-clé. Et puis le mot-clé exact, ça nous fait apparaître sur des requêtes qui sont très très proche, si ce n'est exactement le mot-clé qu'on a choisi. Et l'expression exacte, c'est intermédiaire, c'est-à-dire qu'on apparaît sur des termes un petit peu éloignés, mais qui ont quand même le même sens et qui, du coup, sont plutôt OK avec notre mot-clé. Donc, nous, notre recommandation, c'est aujourd'hui de partir principalement sur des requêtes expression exacte et mot-clé exact dans un premier temps. Et donc, d'avoir des campagnes, tu vois, qui utilisent ces deux types de correspondance. Et puis après, dans un deuxième temps, quand le compte Google Ads tourne bien, quand tu as des campagnes qui commencent à performer, quand l'algorithme est entraîné, et c'est surtout ça qui est très important, c'est quand l'algorithme commence à avoir pas mal de données, pas mal de conversions, c'est à ce moment-là que tu vas potentiellement ouvrir sur du large et prendre des risques et te dire Google, je t'autorise à apparaître sur des termes qui sont un peu plus éloignés que mon mot-clé. Mais comme l'algorithme est entraîné, normalement, il va bien faire son travail, il va pas te faire apparaître sur n'importe quoi. Donc, conclusion de tout ça, faire des campagnes au début qui ont que de l'exact et de l'expression exacte et faire du large dans un temps 2 lorsque l'algorithme est bien entraîné et qu'il y a pas mal de données sur le compte. Ok, d'accord. Et au niveau des formats d'annonces, c'est principalement quoi encore? C'est juste des titres et après des sous-titres, mais je pense que tu peux également mettre des extensions d'annonces comme numéro de téléphone, des choses comme ça. Complètement. Donc déjà en termes de structure, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en termes de structure pour un retailer, c'est important d'avoir toujours. Alors il y a débat, mais moi je considère que c'est toujours important d'avoir une campagne marque. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de Nike. Si toi tu es Nike, tu vas créer une campagne pour être positionné sur le mot-clé Nike. Lorsque les gens tapent Nike, toi tu affiches ta publicité. Tu vas avoir des campagnes qu'on appelle génériques qui vont couvrir le gros de ton compte et c'est celles-là en général qui dépensent le plus et qui te permettent d'aller acquérir des nouveaux clients. Donc les campagnes génériques, c'est tous les mots-clés autour de ton produit ou de ton service. Donc là pour Nike, ce serait, je sais pas, chaussures de sport bleu, chaussures de running taille 43. Et donc tu vas réfléchir à tout un panel de mots-clés génériques qui définissent ton produit. Ouais. Donc là, pour le coup, ça dépendra de ton business, mais tu peux en créer 10, comme 3, comme 15. Ça dépend vraiment de la gamme de produits que tu as et du nombre de produits que tu as. Et puis après, tu vas pouvoir aussi faire, pourquoi pas, une campagne concurrent qui va aller cibler le nom de tes concurrents. Donc là, Nike pourrait aller se positionner sur le mot-clé Adidas pour que lorsque quelqu'un tape Adidas sur Google, Nike apparaisse. D'accord. Et donc, du coup, choper un peu de part de marché. Donc ça, c'est une campagne qui se fait. Alors, ça dépend de la relation que tu as avec tes concurrents. Est-ce que tu as envie de le faire et du coup prendre le risque qu'eux le fassent également. Donc ça, c'est le risque. Et puis après, tu as un dernier format de campagne, on va en reparler, c'est les campagnes, c'est les campagnes DSA. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, on a 3 formats d'annonces sur le search. On a le format d'annonce classique où en fait, tu rentres tes titres et tes descriptions. On a le format responsive search ads où là, tu vas pouvoir rentrer beaucoup plus de titres et beaucoup plus de descriptions que prévu. Et Google va A/B tester pour toi les différentes combinaisons. Ok. Et puis après, tu vas avoir le format DSA dont je viens de parler, où là, désolé pour les acronymes c'est pas moi qui les ai choisis, le format DSA où là, du coup, Google va choisir pour toi les titres de ton annonce et va également choisir les mots-clés sur lesquels tu te positionnes. Et donc, tu n'as pas à mettre de mots-clés toi-même, c'est Google qui va choisir pour toi. Donc, ces 3 formats d'annonce-là, c'est vraiment les 3 formats d'annonce un peu classiques que tu utilises.
Et en effet, tu vas compléter avec les extensions. Et là, tu as plein de différents types d'extensions d'annonces. Et en tout cas, elles sont toutes très utiles. D'accord. Et je suppose que comme dans Facebook, dans un ad group, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les groupes d'annonces, Oui. tu peux avoir plusieurs formats d'annonces possibles. Tu n'en as pas qu'un seul. Oui, donc la recommandation de Google, ça a toujours été d'avoir dans chaque ad group au moins 2 ETA. Donc les ETA, c'est les formats un peu classiques, et une RSA. RSA, c'est le format responsive. Ok. Donc ça a toujours été la recommandation de Google. Et récemment, alors ça date on a échangé avec eux il y a 2 semaines là-dessus. Maintenant, la recommandation, c'est que c'est OK pour eux d'avoir dans un groupe d'annonces simplement une RSA. Ok. Donc là, on est vraiment, voilà, une responsive. Donc, en fait, ça va dans le même sens que ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que Google pousse de plus en plus sur l'automatisation. Et en fait, je pense qu'à terme, les ETA, donc les annonces un peu classiques, n'existeront plus et on n'aura que du RSA. Et donc, on n'aura que des formats où en fait Google A/B teste pour toi les titres, les descriptions et fait tourner son machine learning. Ouais, c'est vraiment comme ça que tu vois le futur, quoi. Intéressant. Bon. Ouais. Facebook, peut-être qu'ils vont se diriger vers ça aussi. Ils commencent déjà à proposer des titres, des suggestions de texte. C'est assez marrant. Oui, j'ai Et vu. bon, Ouais. Google, ils sont déjà très bons là-dedans, on dirait. Et dernièrement, par rapport au search, comment tu optimises ces campagnes-là? J'ai l'impression que une fois qu'elles sont en place, c'est bon, tu laisses ça comme ça, mais tu bouges un peu les enchères. Mais est-ce que vraiment tu as beaucoup de choses à optimiser? Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est juste une impression. Ouais, alors déjà, il faut avoir en tête un chiffre assez intéressant, c'est que tous les jours, alors je suis désolé parce que j'ai plus le chiffre précis, mais c'est soit 15 soit 20. Je suis sûr que c'est soit 15 soit 20 et je vous demanderai de vérifier. Ok. Mais en tout cas, même si c'est 15, c'est déjà énorme. Tu as 15% des requêtes sur Google tous les jours qui sont des nouvelles requêtes, donc c'est-à-dire qui n'ont pas été tapées avant. Ah ouais. Donc ça, c'est un chiffre global, hein, c'est pas France ni rien. Donc ça te montre que tu peux pas partir du principe que une fois que tu as choisi ta liste de mots-clés, tu la mets et tu peux pas la toucher pendant 6 mois. Mis à part ça, en fait, une fois que tu as lancé tes campagnes, comme tu l'as dit, tu as un levier qui est au niveau de l'enchère. Donc, soit tu es en enchère manuelle, soit tu es en enchère automatisée. Mais dans tous les cas, tu as quand même quelques leviers qui te permettent d'orienter l'algorithme et de t'aider à mieux enchérir. Tu as clairement des optimisations au niveau des mots-clés, comme je viens de le dire. Donc, pour le coup, tu peux soit en rajouter, soit mettre en pause certains mots-clés que tu avais. Il faut également faire attention aux termes de recherche, donc c'est-à-dire les termes sur lesquels tu apparais tous les jours, bien vérifier que tu n'apparaisses pas sur n'importe quoi. Je vais te donner un exemple très simple à comprendre. Lorsque j'étais chez Google, je travaillais avec un annonceur qui vendait des portails électriques. Et il s'en était pas rendu compte, mais il apparaissait tous les jours et donc il payait des clics tous les jours pour des gens qui tapaient sur Google portail SFR et portail Orange. Ouais, ça m'étonne pas trop. Voilà. Et donc du coup, si tu fais pas cet exercice d'aller dans les termes de recherche et de faire ton cleaning et ton nettoyage de termes de recherche, et potentiellement tu vas dépenser sur des termes qui sont pas pertinents pour toi et donc tu vas perdre de l'argent. Ouais, je me rappelle, c'était vraiment le gros de l'optimisation quand j'ai fait du search étant plus jeune. C'était ça. C'est de faire le ménage des mots-clés de merde sur lesquels on était positionné sans le faire exprès, on va dire. Ouais. Donc là-dessus, tu as un levier. Tu as un levier au niveau des annonces, comme on vient de le dire, puisque en fait, tu peux A/B tester constamment des nouveaux titres, des nouvelles descriptions. Tu as un A/B testing également au niveau des extensions d'annonces. Donc là aussi, tu as plein de formats d'extensions différentes et potentiellement, tu vas pouvoir avoir une approche différente en termes de wording. Et puis après, tu vas avoir aussi des leviers sur les audiences, par exemple. Donc, tu sais, sur Google, tu as différentes audiences, les passionnés de voitures de sport, les passionnés de golf, les passionnés, je sais pas, de décoration. Et donc, tu vas pouvoir en injecter constamment. Tu vas pouvoir aussi injecter des audiences de retargeting, des audiences similaires qui sont l'équivalent des audiences lookalike. Donc, au niveau des audiences, tu peux aussi un peu jouer et faire en sorte que tu orientes Google, l'algorithme. Et puis après, tu as plein d'autres petits paramètres dont on n'a pas parlé. Et bon, ce serait peut-être trop long d'en parler, mais tu peux peut-être faire des ajustements en termes de device. Est-ce que tu vas apparaître sur mobile? Est-ce que tu vas apparaître sur desktop? Tu peux faire des ajustements par rapport au jour de la semaine. Peut-être que le week-end, tu n'as pas envie d'apparaître parce que tu es dans le B2B. Pour les retailers, peut-être que tu n'as pas envie d'apparaître, je sais pas, de minuit à 5 heures du matin. Est-ce que tu as une audience qui est plus féminine que masculine? Donc voilà, tu as plein d'autres paramètres qui sont plus petits et qui te permettent également d'optimiser tes campagnes. Ouais, moi, écoute, j'ai l'impression que le search, ça reste quand même très manuel hein, par rapport aux autres campagnes qu'on va évoquer tout à l'heure. Après tout ce que tu me dis là, il y a quand même du boulot quand tu gères des campagnes search, d'autant plus que plus il y a de mots-clés, plus il y a du boulot. Parce que
Entre gérer 2 mots-clés et 150 mots-clés, c'est différent, quoi. Ouais, complètement. Et après, à tout ça, il faut aussi compiler toutes tes données, enfin, ta réflexion avec les données de conversion. Et donc, du coup, en effet, quand tu as 200, 300 mots-clés, ben, il faut faire des analyses constamment sur lesquels génèrent le plus de conversion, lesquels ont le meilleur taux de conversion, le meilleur coût par conversion, lesquels ont le meilleur ROS. Donc, tu vois, en fait, tu as quand même un nombre de KPIs qui est assez important et tu as un nombre de paramètres qui est très large aussi, ce qui fait que même si Google t'aide pour automatiser la gestion des campagnes, tu as toujours plein de paramètres. Et d'ailleurs, si on parle de Facebook Ads par la suite, moi, j'ai toujours trouvé que Google Ads était moins automatisé que Facebook Ads, en tout cas aujourd'hui. Et je trouve que tu as plus de leviers et plus de paramètres pour ajuster tes campagnes. Bah, si on parle que du search, j'ai vraiment l'impression que oui, hein. Parce que quand même, maintenant, on fait beaucoup de Facebook Ads, on a l'impression que c'est l'inverse, quoi. Qu'au niveau des audiences, il faut toujours faire large. Alors que Ouais. là, sur Google, tu me dis clairement qu'il faut être granulaire. Donc, ça reste intéressant à discuter, en tout cas, avoir un débat là-dessus, mais peut-être pour une prochaine fois, parce qu'on a encore des trucs à voir, notamment bah, les fameuses campagnes DSA dont tu as parlé. Bon, comme toujours, les interviews, on les prépare en avance. Et tu m'avais dit que c'est un type de groupe d'annonces qui met les mots-clés à la place en fonction de l'URL. Donc en gros, là, c'est vraiment de l'automatisation, parce que c'est du search, mais Google, si je comprends bien, il va créer une campagne search à partir des mots-clés qui se trouvent sur ta page, et après, toi, t'as quasiment plus rien à faire, quoi. C'est ça. Donc, le principe, il est que c'est un type de groupe d'annonces, comme tu l'as dit, qu'on appelle dynamique et qui va te permettre à l'intérieur de ne pas avoir à mettre de mots-clés. Donc, c'est tu vois, un format vraiment particulier de groupe d'annonces où tu n'as pas besoin de mots-clés, t'as pas besoin de mettre de mots-clés à l'intérieur. Ouais. Et Google va aller crawler une URL que tu vas lui donner. Donc, ça peut être soit tout ton site ou ça peut être une URL en particulier, par exemple une page produit. C'est toi qui choisis. Et donc, du coup, il va aller analyser cette URL-là et en fonction des différents termes qui s'y trouvent, il va aller en conclure que si il y a 4 fois dedans le mot-clé chaussures de sport, et potentiellement, c'est intéressant pour lui d'aller se positionner sur ce terme-là. Donc, en gros, il fait un travail d'analyse et de lecture de tes pages et à partir de ça, il va derrière se positionner sur des termes en fonction du coup de ton contenu. Et donc ça, c'est une première partie qui est automatisée. Et la partie annonce est également un peu automatisée puisque tu n'as pas besoin d'entrer les titres de ton annonce et c'est Google qui va choisir les titres pour toi. Et encore une fois, il va aller s'aider de ce qu'il va trouver sur ton URL et sur ton site. Donc, ce genre de format, ce format de groupe d'annonces, alors, et nous, chez DataShake, on aime bien en faire parfois une campagne séparée. Donc, soit tu peux l'inclure dans une campagne, et donc tu as une campagne avec tes groupes d'annonces un peu classiques et tu as ton groupe d'annonces DSA. Soit tu en fais une campagne séparée, ça dépend des scénarios. Mais donc, si tu en fais une campagne séparée, c'est vraiment une campagne à part qui va te permettre potentiellement d'aller te positionner sur des termes auxquels toi, tu n'aurais pas pensé. Donc toi, tu vois, tu as fait tes campagnes génériques où tu t'es mis sur tes mots-clés auxquels tu as réfléchi et tu vas avoir en plus de ça ta DSA qui va aller t'aider, qui va aller peut-être se mettre sur des termes auxquels toi, tu n'avais pas pensé. Donc du coup, ces termes-là, tu vas pouvoir les injecter par la suite dans tes campagnes génériques. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, c'est super clair. C'est qu'en gros, ouais, c'est comme dans Facebook, plutôt que d'avoir plusieurs petites audiences ciblées, tu mets une audience super large, soit avec des campagnes de vente catalogue ou conversion, et Facebook est censé trouver des gens auxquels tu n'aurais pas vraiment pensé dans ton ciblage. Et ma question en fait par rapport à ça, c'est est-ce que c'est fiable ce que fait Google pour toi, c'est-à-dire les mots-clés qu'il va trouver, les titres surtout, parce qu'il va quand même faire tes annonces pour toi. Est-ce que tu peux me donner un insight ou un case rapidement là-dessus? Ça dépend d'une chose, à mon sens, c'est la qualité du contenu de l'URL que tu lui donnes. Puisqu'en fait, lui, il va vraiment se baser sur cette URL-là et sur le contenu de la page. Et donc, soit ta page est assez fournie, où tu as pas mal d'éléments et elle est bien construite, tu sais, avec les titres 1, titre 2, H1, H2, etc. Donc, soit en fait, Google arrive à avoir une lecture propre de cette page et donc, du coup, il va pouvoir se positionner sur des termes pertinents. Soit tu as une page un peu mal foutue où en fait, tu vas avoir des termes qui ne représentent pas forcément ce que tu vends. Et donc là tu peux avoir des mauvaises surprises. Nous, on a eu un annonceur qui était dans le service et qui vendait des prestations de contrats pour des entreprises. Il y avait une multitude de contrats différents. Et donc, du coup, si tu veux, la DSA faisait super bien son travail parce qu'elle allait se positionner toute seule sur peut-être il y en avait les centaines de contrats. Qui du coup étaient super nombreux et donc ça aurait été très très long de tous les énumérer. Et donc à la fin, la DSA prenait la plus grosse partie des dépenses du compte et donc c'était vraiment la campagne la plus rentable. D'accord. Pour un retailer,
quand tu es un revendeur et que tu as énormément de produits, énormément de marques, et donc du coup, tu as énormément de références produits, bah, la DSA elle va beaucoup t'aider parce que du coup, elle va aller se positionner sur des termes très spécifiques. Donc, nous, on a un retailer, par exemple, qui vend des appareils auditifs avec des références produits très précises, tu vois, des noms très spécifiques avec des numéros et des lettres à l'intérieur. Et donc, si tu veux, c'est très fastidieux et chronophage de créer tous ces mots-clés à la main. Donc, la DSA va faire son travail et va aller sélectionner le nom des produits dans les pages et va aller se positionner dessus. Donc, en gros, pour tous les retailers qui ont beaucoup de références produits, c'est souvent très, très pertinent. Moi, j'ai bien compris. C'est vrai que, comme tu dis là, ça fait vraiment sens quand tu as beaucoup de références. Mais c'est cool. Pour moi, c'est cool si ça performe bien pour vous et si ça fait pas, comme on pourrait le croire pour certains, du n'importe quoi, parce que Google, pardon, met pas les bons titres ou met pas les bons mots-clés. Après, comme toujours, hein, dès qu'il y a une campagne automatique, il y a parfois un peu de déchets. Complètement. J'aimerais bien qu'on revienne sur les campagnes dynamiques dont on a parlé de retargeting dynamique, pardon. Mais pour l'e-commerce, comment ça marche encore ce type de campagne-là? Tu as parlé de smart shopping, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de les mettre en place? Alors, en fait, les campagnes dynamiques, au Google, ce qu'a fait Google, c'est que ils ont essayé de transformer toutes les campagnes, enfin tous les formats classiques, en campagnes automatisées. Donc, en fait, pour chacune des campagnes, tu vas avoir quasiment son équivalent automatisé. Donc, shopping, on a parlé smart shopping. Tu vas avoir sur le display un format de campagne qui s'appelle Smart Display. Ok. Donc, il y a un format de campagne automatisé. Alors, YouTube, ça a toujours été un petit peu automatisé. Donc, il y a des formats d'annonces plus automatisés, mais c'est vrai que il n'y a pas de format de campagne à proprement parler. Le format, donc Search, on va peut-être y revenir, mais tu as un format qui s'appelle Smart Campaign, qui est un format aussi un petit peu automatisé du Search. Et on a parlé aussi de la DSA, tu vois, qui permet de faire de l'automatique. Pour les apps, la Universal App Campaign, qui est le format de campagne pour les apps, est lui aussi très automatisé. Donc en gros, on a l'impression que tu vas avoir des formats un peu de campagne un peu historiques où tu as encore un peu de levier, tu peux encore faire des modifications. Et puis après, tu as leur équivalent au format automatisé. Et donc là, Google est plus ou moins avancé par rapport au type de levier, mais pour shopping, typiquement, je trouve que la smart shopping est bien avancée. Et là, encore une fois, je pense qu'à terme, les annonceurs auront plus le choix. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais les annonceurs auront plus le choix et devront passer uniquement par la smart shopping. Ok. Et la shopping classique n'existera plus. Ok. Intéressant. Par contre, en display, si j'ai bien compris, c'est toujours manuel, mais tu as quand même du smart display. C'est deux formats de campagne différents. Tu as un format. Alors, en fait, c'est vrai que ça, je te dis ça, mais ça a changé encore une fois, il y a 3 semaines. Maintenant, ils ont mixé les deux en un seul format. Donc, dans ta campagne display, tu vas pouvoir choisir entre. Donc, la Smart Display n'existe plus. Tu vas pouvoir choisir entre un ciblage automatisé, donc qui est l'équivalent de l'ancien format Smart Display, ou un ciblage manuel où là tu vas choisir tes audiences, donc les audiences sur le marché, les audiences similaires, les audiences par mots-clés, les audiences de retargeting. Ok. Et donc la Smart Display, si je devais faire un parallèle, l'équivalent de la Smart Display, c'est vraiment une campagne broad sur Facebook Ads. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu mets pas de ciblage et c'est Google qui va aller choisir pour toi les A/B tester différents ciblages et choisir pour toi. D'accord. Et naturellement, dans ce smart display-là, tu pourrais avoir du retargeting dynamique, donc des gens qui connaissent déjà ta marque, qui ont déjà consulté les produits sur ton site ou ajouté au panier, mais pas acheté. Exactement. Mais est-ce que je suppose que c'est le cas, mais dans Google, est-ce que tu peux exclure tes clients ou les gens qui justement ont une interaction avec ton site? Parce que quand tu fais du dynamic broad ads sur Facebook, tu peux dire exclue-moi tous les visiteurs de mon site, mes acheteurs, je veux juste que tu me trouves des nouveaux clients. Est-ce que c'est le cas aussi sur Google ou alors tu n'as pas ce contrôle-là? Alors, tu as ce contrôle-là. Je trouve que c'est mieux fait dans Facebook Ads parce que je trouve ça plus intuitif dans Facebook Ads et les audiences parfois sont pré-créées si tu passes par un CMS un peu connu. Enfin, je trouve en tout cas que c'est mieux fait sur Facebook Ads. Et donc, sur Google Ads, tu peux aussi le faire. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est simplement que tu crées les audiences que tu veux exclure. Donc, typiquement, les audiences des gens qui ont visité ton site, les audiences des gens qui ont ajouté au panier. Ça peut être des clients. Donc, pour les clients, tu as deux manières de le faire, comme sur Facebook. Soit tu peux passer par le tracking de conversion et donc tu dis à Google, je crée une audience de tous les gens qui ont converti. Soit tu peux importer une liste de clients
donc par exemple avec des emails et des numéros de téléphone. Et donc là, Google va aller créer une audience à partir de cette liste d'emails et de cette liste de numéros de téléphone. Et donc une fois que tes audiences sont créées, à ce moment-là, dans tes campagnes, tu peux les exclure et tu peux d'ailleurs le faire aussi bien en display que sur le search, que sur YouTube. Donc toutes les types de campagnes sont éligibles à des exclusions comme ça des personnes qui ont ajouté au panier, qui ont visité le site web ou qui ont acheté par exemple. Donc ça tu as la main dessus et il faut juste créer les audiences au préalable. D'accord. Ouais, c'est comme dans Facebook. Mais c'est vrai que Facebook, il y a dans les Dynamic Broad Ads, tu dois même pas les créer, tu coches juste une option. Je pense que c'est de ça dont tu voulais parler. Et en fait, ça le fait à ta place, donc c'est super cool. Ça marche. Bon, j'ai une petite dernière question de poser sur Google. Enfin, c'est plutôt pour YouTube dans ce cas-là. Mais tu parlais de YouTube un peu, avec un peu de mesure. Tu disais, voilà, ça dépend un peu de ce qu'on a comme format, comme vidéo. Mais finalement, pour vos clients, comment vous l'utilisez pour les campagnes à la performance? Donc vraiment le YouTube Ads pur et dur. Donc c'est vrai que YouTube historiquement, ça a toujours été un levier qui a été un levier de notoriété. Voilà. Et donc du coup, qui dit notoriété dit que il n'y a pas forcément de performance, de ROI, de conversion. Et donc du coup, des fois, c'est compliqué à justifier. C'est un investissement qui est compliqué à justifier. Et du coup, Google a de plus en plus travaillé là-dessus et a créé des formats dédiés à la performance qui, du coup, dont l'objectif est de générer des conversions, des leads, des ventes. Je pense que Jérémy a dû t'en parler lorsqu'il est passé chez toi, mais donc tu as différents formats, notamment TrueView for Action, qui est le fameux format chez Google qui te permet de générer non pas uniquement des impressions et des clics, mais aussi des conversions. Et donc, c'est un format qui va être, tu vois, un peu plus axé sur la conversion. Donc, par exemple, tu as un format où tu vas pouvoir, à la fin de la vidéo, afficher un petit formulaire. Et donc, là, si tu as besoin de générer des leads, et donc la personne va remplir le formulaire qui s'y trouve, et derrière toi, ça va te générer un lead. Okay. Donc, ça, avant, ça n'existait pas. Donc, c'est un format d'annonce, tu vois, où tu vas pouvoir mélanger notoriété vidéo et donc grâce au contenu que tu vas apporter dans les campagnes et puis un peu de performance puisque à la fin tu vas demander à l'internaute de générer une action donc en l'occurrence de remplir un formulaire. Okay. Donc ça c'est un format qui peut fonctionner mais attention, je trouve que ça dépend quand même du business encore une fois et du contenu vidéo. Quand je parle du contenu vidéo, je parle notamment de la longueur de la vidéo, je parle notamment de ce qu'on y trouve, est-ce qu'on voit bien, est-ce que le produit est bien mis en avant, est-ce qu'il y a une preuve sociale, donc avec notamment, je sais pas, des avis clients, un nombre de clients qui sont déjà convaincus, est-ce qu'il y a je sais pas, le prix qui est affiché, un call to action. Donc la manière dont la vidéo est construite va quand même avoir un gros impact sur le nombre de conversions que tu vas générer, même si tu es sur un format YouTube qui a été créé pour ça, a été créé pour générer des conversions, il va quand même dépendre de la qualité du contenu que tu vas intégrer. Clairement. Donc j'ai l'impression qu'en effet sur YouTube, c'est comme dans Facebook finalement, c'est plus tu as un contenu de meilleure qualité, plus tu génères des clics et plus tu génères de la conversion. Après, c'est que là, on est très focus sur le média et les optimisations. Donc, je suppose qu'il y a quand même des choses à savoir dans YouTube avec les audiences, les mots-clés, le type de campagne que tu mets. Donc, le TrueView par Action me paraît vraiment pas mal parce que c'est une sorte de campagne à la conversion dans Facebook, si je dis pas de bêtises. C'est un peu la... Oui, complètement. Ok. T'as pas parlé du pré-roll, par contre, le pré-roll, c'est juste un format, c'est pas vraiment une optimisation, ça. C'est un format. Alors, en fait, tu peux faire du TrueView for Action en pré-roll. Donc, en fait, le pré-roll, c'est le fait d'avoir une publicité qui s'affiche avant la vidéo. Ouais. Voilà. Tu peux faire du pré-roll skippable ou non skippable. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, la majorité des annonceurs en général font du skippable. Ok. Parce que c'est plus simple. Mais donc, du coup, tu peux faire du pré-roll à la fois en format TrueView for Action, enfin en format génération de conversion, et du pré-roll où c'est plutôt de la notoriété que tu veux, et donc il n'y a pas forcément à la fin de call to action ni rien. Donc, le pré-roll, c'est vraiment le format qui est le plus commun sur YouTube, c'est le format que tout le monde utilise. Ouais. Après, tu as d'autres formats, tu as des formats masthead, où là, c'est vraiment particulier, c'est pour des très gros annonceurs qui veulent avoir un gros volume d'impression. Tu as des formats bumper où là, c'est des formats beaucoup plus courts de 6 secondes qui sont en général faits pour du retargeting. Tu vas avoir des annonces discovery où là, pour le coup, ça peut être à d'autres endroits de YouTube et c'est pas forcément avant la vidéo. Oui, sur le côté, par exemple. Voilà, sur le côté. Ouais, ok. Et donc en gros,
je pense que Google tend à rendre tout leur format d'annonce un peu à la performance, tu vois, avec des call to action, avec la possibilité de voir le produit, avec la possibilité de remplir un formulaire, parce qu'ils savent très bien que c'est ça que les annonceurs vont regarder, c'est les conversions. D'accord. À part quand tu es un L'Oréal et que du coup, là, en effet, tu es dans une optique de générer des impressions et générer du reach. Ouais, non, pour ces marques-là, ça fait sens. Mais c'est vrai que le bumper, moi j'aime beaucoup ce format-là de 6 secondes, super court, super catchy. C'est parce que justement Jérémy m'en a parlé, mais il avait bien vendu à l'époque. Je pense pas que c'est sur le podcast quand il est passé. Donc pour ceux qui nous écoutent, le cousin de Rémi est passé sur le podcast, nous a parlé vidéo et c'était l'épisode numéro 2. Mais je pense dans un article que j'avais coécrit où j'avais invité différentes personnes, dont Jérémy, il parlait du format bumper ad qui avait l'air vraiment pas mal si tu essaies d'être très catchy dans les premières secondes parce que d'office, c'est un format très orienté call to action, regarde et puis clique. Et ça me paraissait intéressant de le mentionner. Clairement. Top. Bon, Rémi, tu as encore un peu de temps pour parler de Facebook. Ça fait déjà, je pense, 1h02 qu'on parle. Est-ce que tu as encore 15-20 minutes pour parler de Facebook Ads avec moi? Avec plaisir, avec plaisir. Allez, top. Bah, du coup, même schéma, on va parler plutôt Facebook Ads, mais pour l'e-commerce encore une fois. Et ma première question, elle est simple, c'est comment est-ce qu'il faut structurer vos campagnes e-commerce sur Facebook Ads, vraiment rapidement en termes d'audience, de type de campagne, et même on parle beaucoup de simplification, tu sais, genre avoir le moins de campagnes possible. Peux-tu nous en parler? Clairement. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a une structure un peu propre à nous, donc qui n'est pas non plus. Enfin, d'autres annonceurs peuvent aussi l'utiliser. Mais donc, on essaie d'avoir une structure propre à nous qu'on va répliquer pour les retailers et qui va quand même dépendre de quelques critères, notamment du budget, puisque évidemment, un annonceur qui a un budget très important sur Facebook, on va pouvoir se permettre potentiellement de faire des campagnes un tout petit peu plus granulaires que des annonceurs qui ont des tout petits budgets. Mais à partir de là, on a quand même une structure de campagne qui, on essaye, est la plus simplifiée possible. Donc en général, on va quand même avoir une campagne dans laquelle tu vas avoir qu'on va nous appeler retargeting. Donc à l'intérieur, tu vas avoir des adsets interaction, donc les gens qui vont interagir avec tes pages Insta, Facebook, et des ou un adset autour des visiteurs de ton site. Et donc là, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du budget, potentiellement, tu vas pouvoir faire des adsets séparés entre visiteurs, ajout au panier et acheteurs s'il y a une notion de repeat, ou alors avoir un adset visiteur qui couvre tout le monde pour vraiment avoir un maximum d'apprentissage. Et je tiens à préciser que depuis iOS 14, on a remarqué que les audiences de retargeting étaient un peu plus faibles. Ouais. Et donc, du coup, je pense que c'est important pour les petits annonceurs notamment de pas trop segmenter et de pas avoir peur de mélanger les audiences de retargeting entre elles ou d'avoir une audience large, tu vois, de visiteurs 30 ou 60 ou 90 jours. C'est pas très grave. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc, on va avoir cette campagne-là, un peu de retargeting. On va avoir une campagne un peu plus d'acquisition dans laquelle on va avoir des intérêts. Donc là, encore une fois, on va essayer d'aller chercher des intérêts qui sont évidemment propres au business. Et on aime bien aussi aller chercher des intérêts qui sont, à première vue, pas directement liés au business, mais qui peuvent être intéressants. Donc, je sais pas, on a un annonceur qui est dans la mode. On va aller pouvoir cibler un intérêt décoration. Bon, ou beauté, par exemple. Ou beauté, c'est pas directement lié, mais on se dit que potentiellement les gens qui sont intéressés par la décoration, ça peut être aussi des gens intéressés par la mode. Donc tu vas avoir ça, c'est le deuxième type de campagne acquisition. Encore une fois, en fonction de la taille de l'annonceur, on va pouvoir aussi inclure dedans dans cette campagne des audiences lookalike. Donc là, les audiences lookalike, on est assez processé sur la manière dont on les utilise. Donc, on va avoir des audiences lookalike à partir des visiteurs de ton site, à partir de listes clients, à partir, pourquoi pas, de ceux qui ont interagi avec ta page. Et on va également A/B tester les différents pourcentages de similarité, tu sais. Ouais. Donc tout ça est à prendre avec précaution, puisque encore une fois, ça va vraiment dépendre de la taille de l'annonceur. Mais donc, en général, on en fait soit une campagne séparée de la campagne acquisition, ou soit on la mélange avec les intérêts, donc dans la campagne acquisition, mais dans des adsets séparés. Et puis après, on va avoir potentiellement une troisième campagne. Et là, c'est un peu une ouverture sur laquelle on va pouvoir, pourquoi pas, faire du broad, par exemple. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas faire du DPA. Donc là, pour le coup, ça dépend
tu vois, du type de produit. Est-ce qu'il y a plein de produits différents? Est-ce qu'il y en a que 3 ou 4? Est-ce que on est sur un produit qui est un peu mass market, donc on sait que ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde, ou alors on est sur un produit plutôt de niche et donc là on sait que peut-être le broad ça va un peu moins fonctionner. Donc là aussi on va réfléchir un peu à tout ça sur cette troisième campagne, qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être aussi une campagne sur laquelle on va tester d'autres intérêts. Enfin, c'est vraiment ouvert cette troisième type de campagne qu'on appelle en interne, on l'appelle expand. Et donc du coup, on va pouvoir s'en servir un peu comme laboratoire où on va faire des A/B tests. Ouais, vraiment super intéressant ce que tu as dit là, parce que je suis entièrement d'accord avec tout. Il y en a une dernière que nous on fait, je pense que tu l'as fait aussi, c'est la DPA pour le retargeting dynamique, parce que comme c'est un objectif différent que conversion, d'office on doit mettre une campagne séparée pour ça. Et pour le retargeting, ben, je pense que tu disais un truc très intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'avec iOS 14, les audiences diminuent en taille, surtout celles qui proviennent de votre site web ou de votre application. Et donc naturellement, il faut regrouper un maximum ou soit élargir la taille. Je pense, j'en ai parlé dans le podcast, je sais plus quand exactement, mais ça reste un point intéressant parce qu'avant, on disait ouais, retargeting, il faut faire interaction Facebook, interaction Instagram, vue de vidéo, donc ça fait déjà 3 adsets. Puis après, visiteur du site, puis après, ajout au panier. Ça, ça peut marcher si t'es L'Oréal ou Coca-Cola, mais si t'es c'était une plus petite PME ou un très petit annonceur, vaut mieux avoir 2 audiences seulement, donc visiteurs et interaction. Et pour le expand, comment est-ce que nous on le voit? On voit ça comme une campagne de test aussi, mais après on va y mettre justement généralement un ciblage broad ou un intérêt super large, et c'est là qu'on peut y mettre en effet des nouvelles créas qu'on a produites par nous-mêmes ou auxquelles on n'est pas forcément sûr qu'elles vont fonctionner et on veut pas trop casser l'apprentissage des autres campagnes. Donc du coup on aura cette campagne un peu test, nous on l'appelle simplement campagne de test. Donc du coup on y met des publicités là-dedans avec du ciblage logiquement plus élargi. Donc voilà, t'as autre chose à rajouter sur la structure des campagnes? Non, clairement, la DPA, donc c'est vrai que nous, on en fait une campagne à part et parfois c'est celle-là qui fait partie de notre pilier expand. Après, ce qu'on peut-être dire, c'est alors là aussi, je trouve que iOS 14 a pas mal changé la donne. Tu vois, sur l'extension de ciblage, Oui. l'audience expander, je trouve que c'est de plus en plus nécessaire. Donc, par défaut, nous, quand même, on l'active dans la majorité des cas. Il y a certains cas où, en fait, on sait encore une fois qu'on va cibler une audience très spécifique. Et donc, du coup, ce sera peut-être un risque de l'activer. Mais dans la majorité des cas, on l'utilise. Maintenant, tu sais, il y a aussi sur les audiences lookalike, il y a l'audience expander version lookalike. Donc, celui-là aussi, on l'utilise. Et après, il y a le CBO également qu'on va pousser au maximum. Et là aussi, on fait confiance à Facebook sur la capacité de bien arbitrer au niveau de la répartition budgétaire. Donc, je trouve que là, encore une fois, c'est des paramètres où avant, je trouvais qu'il y avait du débat sur dans quel cas il fallait l'utiliser. Dans retargeting, potentiellement, on va pas activer le CBO. Enfin, il y avait différents scénarios. Et plus on avance dans le temps, j'ai l'impression que plus il y a un accord un peu commun où tout le monde dit que finalement, non, le CBO, ça a fait ses preuves et que dans la majorité des cas, attention, et que l'extension de l'audience expander aussi. Donc, on est plutôt partisan de ça. D'accord. Écoute, extension de ciblage avancé, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si tu as une audience très précise en tête, faut pas l'activer. Si elle est pas très large, vaut mieux l'activer. Et moi, je considère que si elle fait moins d'un million de personnes, j'active automatiquement l'extension de ciblage, à moins qu'il y ait vraiment une restriction au niveau de l'audience. Et pour le CBO, moi, je trouve justement qu'en retargeting, j'aime de plus en plus mettre les bio, donc le budget au niveau de l'adset, parce que parfois Facebook il dépense trop sur les interactions et trop peu sur les visiteurs. C'est frustrant. Ouais. Alors, faut mettre des maximums. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, j'ai l'impression que comme avec iOS 14, les audiences sont de plus en plus faibles. Ouais. En fait, si tu te mets en ABO, même en ABO, il va pas dépenser tout le budget. Tu vois, si tu veux, si je sais pas, tu as une campagne à 50 € au jour et que tu as 5 adsets de 10 € chacun ou 3 ou 2 adsets de 25, potentiellement tu auras un des deux qui de facto va pas dépenser tout, ou alors tu vas avoir une répétition à 20. Et donc du coup le CBO va un peu t'aider. Mais je suis d'accord avec toi, des fois Facebook va trop pousser un adset par rapport à un autre. Et donc du coup c'est à ce moment-là où l'ABO peut être intéressant. Mais je pense que du coup dans le cheminement, je préfère commencer par du CBO, voir ce que fait Facebook. Soit sa répartition me plaît et très bien, et on laisse comme ça. Soit en effet il abuse un petit peu comme tu dis, et à ce moment-là du coup tu peux passer en manuel. Ouais, tu peux passer en manuel ou mettre des maximums, mais c'est juste une petite contrainte, une petite réserve que je donne par rapport au CBO en retargeting surtout. En acquisition, ça va. Moi, je trouve que quand je regarde les comptes qu'on gère, il y a quand même une bonne répartition du budget entre les audiences. Il y a toujours
le surperformeur qui reçoit beaucoup de diffusion, mais si on est malin, on met des minimums de dépenses aux nouvelles audiences qu'on lance, même si c'est de plus en plus rare, ou que l'on veut pousser un peu. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, j'aimerais bien rentrer dans le débat deux débats aujourd'hui avec toi. Un premier, c'est avec les gammes de produits, et c'est un truc on se pose de plus en plus la question, à chaque fois qu'on a un compte où il y a plusieurs gammes de produits, c'est est-ce que finalement, on met toutes les gammes dans une campagne, ou est-ce qu'on crée plusieurs campagnes, en sachant que Facebook, clairement, dit il faut mieux tout regrouper et laisser sa machine faire un peu le taf. Moi, je suis toujours un peu mesuré par rapport à ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, en fait, je pense que ça dépend principalement de l'audience de chaque gamme de produits. En fait, si ta gamme de produits, si tu as deux, trois gammes de produits qui sont assez complémentaires ou alors qui ciblent vraiment la même audience, je vois pas de restriction particulière d'en faire, de toutes les regrouper. Par contre, si tu as des gammes de produits, typiquement tu vends des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes, bon bah là potentiellement tu vas pouvoir en faire des campagnes séparées. On le fait, on a des retailers qui vendent des chaussures hommes et femmes, c'est voilà, enfin, Oui, pour ça, on hommes et sait pour pas. femmes. Ouais. Voilà, donc là pour le coup on sépare. Donc en fait ça c'est un premier point, c'est est-ce que ton audience est la même. Deuxième point, c'est est-ce que les produits, en fait, tu as des assets qui te permettent de les mettre en avant tous ensemble. Et est-ce que, comme j'ai dit, il y a une complémentarité entre eux, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un produit A va potentiellement être intéressé par un produit B, ou alors une fois que tu as acheté le produit A, ben, en théorie, même le produit B, t'es pas intéressé du tout. Tu vois, il y a des cas comme ça où en fait c'est l'un ou l'autre et pas l'un et l'autre. Ouais. Donc ça aussi, je trouve ça, si en fait c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas forcément un intérêt de regrouper. Maintenant, si c'est l'un et l'autre, à ce moment-là, tu peux les regrouper entre eux. Moi, j'aime bien aussi faire en plus de quand tu fais des annonces dédiées à une gamme de produits, j'aime bien faire aussi des annonces très génériques autour de tous les produits en même temps. Donc, tu vois, avoir, je sais pas, un carrousel avec en carte A un type de produit, en carte B un autre type de produit. Un peu, tu vois, une campagne, enfin un ad set générique dans lequel tu vas mélanger tous les types de produits. Et si en fait tu as une gamme qui est vachement complémentaire et les gens peuvent être intéressés par la majorité des produits, ça peut être cool aussi pour un peu présenter la marque, tu vois, et présenter tous les produits que tu vas pouvoir y trouver. Donc ça, j'aime bien. Mais donc voilà, en gros, les deux critères, je trouve, qui sont importants, c'est est-ce que les produits sont complémentaires entre eux, est-ce que les audiences sont les mêmes, et à partir de là, je pense dans tous les cas qu'on va de plus en plus vers un regroupement, tu vois, des produits, des annonces, enfin des adsets, etc., des audiences. Donc, je pense que si tu as la capacité de le faire, donc si ça fait sens par rapport à tes différents produits et par rapport à ton offre, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est ce qu'on se dit un peu. On se dit ça aussi un tout petit peu, mais c'est vrai qu'avant on avait tendance à séparer, par exemple, pour un client, les pyjamas et les caleçons. Mais maintenant, c'est vrai qu'on l'avait regroupé et c'est vrai que ça fonctionnait bien. Par contre, il faut bien préciser qu'il y a toujours les logiques de stock. S'il y a un produit qui a beaucoup plus de stock que l'autre et qu'il faut le liquider plus vite, il vaut mieux avoir une campagne avec un budget dédié pour ce produit-là. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais je trouve que c'est un critère qu'il faut Ouais. prendre en compte. Oui, le stock, très important. Bon. Deuxième débat, c'est les audiences. Ça, évidemment, ciblage large, ciblage pas large, audience lookalike. Nous, en fait, on a vraiment tendance à structurer avec du ciblage broad. Ensuite, des intérêts, nos meilleurs intérêts, ou alors des intérêts séparés, mais c'est de plus en plus rare. Et bien sûr, des lookalike. Nous, ce qu'on remarque vraiment, c'est que d'un compte à l'autre, on a des performances différentes en fonction des audiences. Du coup, intéressant d'avoir ton avis sur ça. Est-ce que vous remarquez aussi que d'un compte à l'autre, les performances diffèrent d'une audience à l'autre, ou alors c'est toujours les lookalikes qui fonctionnent mieux, toujours les intérêts? Comment ça se passe chez vous en e-commerce? Ouais, en e-commerce. Donc déjà, pour la partie broad, je trouve que c'est un intérêt, enfin un ciblage, pardon, qui fonctionne de plus en plus, mais encore une fois, qui va dépendre de ton produit et de ton audience, ton cœur de cible, parce que pour des produits qui sont un peu niches, on a déjà eu des exemples où ça fonctionnait pas. Et donc du coup, je pense que tu jettes un peu ton argent parce que Facebook va prendre le temps de faire sa learning phase et donc de tester différentes pistes. Et donc, toi, potentiellement, tu vas dépenser beaucoup d'argent avant qu'il ait trouvé. Et si tu as un produit niche, ça peut être
ça peut durer très longtemps. Donc ça, c'est un premier point, c'est sur le broad. Je recommande fortement à partir du moment où tu as un produit qui est pas trop niche. Et tu vois, typiquement, tu vends un produit pour femmes, même si potentiellement il y a des hommes qui vont l'acheter pour faire des cadeaux, je recommande quand même de faire du broad en ayant une segmentation démographique, tu vois, en ne ciblant que les femmes. Donc tu peux quand même un peu aider le broad et ne pas et pareil avec la partie âge, ne pas partir sur du full broad si jamais ton produit et s'adresse pas à tout le monde. Les audiences par intérêt, nous on en est friand parce qu'en fait c'est vraiment la manière dont tu vas pouvoir quand même jouer un petit peu avec Facebook et faire des A/B tests, tu vois. Je trouve ça top le nombre d'audiences par intérêt qu'il y a. Je trouve que l'outil de Facebook, tu sais, de suggestion des audiences par intérêt, il fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'une fois que tu en as sélectionné une, celles qui te proposent par la suite, elles sont assez pertinentes, je trouve. Donc ça t'aide pas mal dans ton travail. Les audiences par intérêt, là encore, pour moi, c'est un peu un incontournable parce que il y aura toujours des audiences qui vont être pertinentes par rapport à ton produit. Et donc, je trouve ça dommage de ne pas en tester du tout et de se dire, je vais partir que sur du broad, du lookalike et du retargeting et pas du tout faire d'audience par intérêt. Donc, nous, c'est un peu notre terrain de jeu, je trouve, où là tu peux faire des A/B tests. Pour ce qui est des lookalikes, donc là aussi, il y a quelques changements récents, je trouve, depuis iOS, où en fait, j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus partir sur des lookalikes. On n'est plus sur du 0,1% comme avant, mais maintenant, il faut faire du 0,3%. Et il faut aller chercher des lookalikes un peu plus larges. Et donc, là, nous, on a déjà eu plein de cas dans le passé où on s'est rendu compte que l'audience 3%, elle fonctionne mieux que la 1%. Clairement. Alors que par principe, en théorie, c'est pas censé être le cas. Et donc, il y a à la fois dans le pourcentage, ne pas avoir peur d'aller cibler des pourcentages larges, même du 5%, tu vois. En termes de sources, aller chercher des sources qui sont ultra pertinentes. Donc, comme iOS 14 réduit la taille de tes audiences de retargeting, du coup, je ne sais pas si c'est aussi pertinent qu'avant d'aller faire des audiences lookalike à partir des gens qui ont converti sur le pixel Facebook. Mais pourquoi pas aller faire des lookalike à partir d'une liste de clients si tu en as la possibilité. Donc, t'importes les leads email ou le numéro de téléphone et Facebook fait les matchings et à ce moment-là, derrière, tu en fais une audience lookalike. Ou alors faire des audiences lookalike à partir de tes visiteurs du site parce que là, tu sais que tu as une audience qui est assez large. Et pourquoi pas également, ça dépend de la taille de tes pages Instagram et Facebook, mais faire des lookalikes de tes interactions. Oui. Par rapport au lookalike, moi, j'ai toujours été un grand fan, évidemment, des lookalikes sur base des achats, etc. Mais c'est vrai que pour certains comptes où il y a des volumes d'achats plus faibles, on le voit. Quand tu as moins de 500 achats, généralement, tu n'as pas des bonnes lookalikes basées sur les acheteurs. Donc, tu dois un peu diriger vers les ajouts au panier, vue de contenu, peut-être visiteurs. Par contre, moi, les lookalikes interactions, j'en fais jamais. Et je sais que c'est recommandé de plus en plus par des annonceurs. Tiens, testez un peu les lookalikes interaction Instagram, interaction Facebook. Moi, je le fais pas encore beaucoup. En tout cas, nous, de manière générale. Est-ce que vous l'avez fait pour vos comptes? Ouais, nous on le fait souvent, si ce n'est tout le temps, parce que alors ça va dépendre encore une fois de la taille de ta page Instagram. Tu vois, si tu as une page Instagram ou Facebook où tu as 500 likes et t'as pas beaucoup d'activité, ça va pas servir à grand chose. Mais faut regarder la taille de l'audience interaction. Mais quand tu as des grosses pages Instagram et Facebook et surtout des pages où en fait tu sais que les followers sont très engagés, tu vois, ils ont réussi à créer une espèce de communauté et donc du coup tu sais que c'est une audience qui est qualifiée. Là, je trouve ça très pertinent de tester du lookalike. Donc, tu vois, il y a des pages Instagram qui font ça très très bien, tu vois, qui feront, je sais pas, des jeux concours, qui ont un vocabulaire qui permet d'un peu d'engager les gens, qui vont avoir une fréquence de post assez régulière, avec des visuels, des pages, du contenu très visuel et très esthétique. Nous, on travaille avec un annonceur qui s'appelle Papier Tigre et qui j'invite tout le monde à aller voir leur page Instagram, qui est une page Instagram assez bien soignée, avec du contenu un peu innovant, interactif, qui propose parfois de télécharger des fonds d'écran. Enfin, il y a plein de choses différentes et je trouve qu'ils arrivent à avoir une communauté qui est très, très engagée et du coup qui est utile lorsque tu veux faire du lookalike. Puis après, si tu as une page qui est pas très fournie, ce qui est pas forcément grave non plus, là, je trouve que c'est moins pertinent. Ouais, c'est toujours comme ça, hein. C'est la qualité de la source qui est hyper importante. Donc c'est vrai que je pense que nous, tout doucement, on va essayer de faire des lookalikes basés sur ça, parce que les sources habituelles,
quand on n'est pas un gros annonceur et qu'on ne fait pas 100 achats par jour, malheureusement, il y a moins de données qui remontent via le pixel Facebook. Donc ça, c'est un peu dommage. Et justement, parce qu'on parle d'iOS 14, est-ce que vous avez constaté d'autres manquements, d'autres problèmes qui sont apparus avec iOS 14? On le sait, hein, le tracking est moins efficace, les audiences de retargeting sont plus petites. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont posé problème et qui vous ont justement donné l'opportunité de vous adapter en tant qu'agence? Donc déjà, bon, le tracking qui n'est plus efficace, c'est comme ça. Alors je trouve que c'est beaucoup mieux là depuis quelques semaines, mais Oui. au début j'ai trouvé ça vraiment problématique. Franchement, c'était un peu le bazar et j'ai trouvé que Facebook, même s'ils avaient des communications officielles, nous on était en contact avec eux aussi à côté. Il n'y avait pas forcément les solutions qu'ils ont proposées, elles étaient un peu partielles et il y avait quoi qu'il arrive de la perte de données. Alors bon, je sais que c'est pas forcément de leur faute, mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un vrai problème au début, cette question de tracking. Et donc nous, on s'est adapté en ayant une analyse un peu plus complète, notamment sur d'autres plateformes. Donc tu vois, avec Analytics, essayer de compléter la lecture que tu peux avoir sur Facebook avec Analytics. Ouais. Essayer de mettre en place évidemment tout ce que Facebook a recommandé, la vérification du domaine, les 8 événements, etc. Donc voilà, ça a été, je pense, un problème assez important pour tout le monde. Moi, j'ai un point dont j'entends pas trop parler et je trouve que c'est assez problématique aussi. C'est, tu sais, la disparition de certains insights, notamment la segmentation par placement, la segmentation par pays. Enfin, t'as plein de segmentations auxquelles t'as plus accès. Et ça, je trouve ça problématique quand tu veux faire une analyse, quand tu sais pas si story c'est mieux que tu as plus de conversions en story qu'en feed, et ben tu as envie de faire ton analyse et tu plus accès à la donnée. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est horrible, c'est horrible. En fait, je pense qu'on a tous compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, comme ils modélisent les données, ils peuvent pas modéliser et dire voilà, cet achat-là, il vient de Facebook, Instagram. Donc du coup, je sais pas quand ça va revenir. La rumeur dit que ça va revenir pour le contenu créatif dynamique, mais moi, je l'ai pas encore vu sur mes comptes. En tout cas, pas sur quelques comptes que j'ai analysés tout à l'heure par curiosité. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. On l'a pas vu non plus et ça je trouve que les gens en parlent pas assez, enfin en tout cas beaucoup de gens parlent du tracking et du manque de conversion, etc., mais moins de cette partie analyse. Ouais. Et un dernier point qui du coup a été résolu il y a pas longtemps, en tout cas je sais pas si c'est sur tous les comptes, mais c'était, tu sais, l'impossibilité de faire des changements sur l'ordre des conversions et sur les 8 conversions que tu avais choisies. Et ça mettait en pause ton compte pendant 72 heures si jamais tu faisais un changement. Du coup, et là, on a eu des comptes sur lesquels il y a plus besoin, il y a plus ces 72 heures de pause. Donc ça change la vie parce qu'en fait, on était bloqué sur des événements qui en fait initialement avaient pas été bien choisis, ou alors tu vois, il y a des nouvelles conversions qu'on a créées depuis et on peut pas les intégrer. Donc on n'allait pas prendre le risque de mettre en pause le compte 3 jours juste pour changer une conversion. Et maintenant, il semblerait que ce soit plus simple et qu'on puisse. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Mais il y a quand même toujours, tu sais, les adsets. Lorsqu'un adset est paramétré sur une conversion, tu peux pas changer cette conversion, et si tu veux le changer, tu es obligé de dupliquer l'adset. Donc tu repars de zéro, tu n'as plus de données. Donc tout ça, c'est quand même, je trouve on va vers du mieux, mais que il y a encore des marges de progression de la part de Facebook. Honnêtement, je pense qu'à long terme, il y aura pas de souci et qu'ils vont trouver des solutions et que, à mon avis, on va revenir à un niveau normal, enfin, à un accès à des fonctionnalités un peu normales sous peu. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu de problème qui nous empêche de faire notre travail à 100%. Ouais, franchement, on a exactement les mêmes problèmes, hein, cette histoire d'ordre des événements qu'on pouvait plus modifier. Là, comme tu dis, a priori, ça revient sur certains comptes, mais il faut être prudent. Et il faut bien lire les messages que mes Facebook. Ça dépend des comptes. Ils te mettent en pause. En fait, maintenant, des fois, ils mettent plus en pause le compte, mais ils te mettent en pause des annonces. J'ai vu. Donc en fait, ils te disent, il y a tant d'annonces qui vont être mises en pause si jamais vous faites ce changement. Donc c'est un peu mieux parce que c'est pas tout le compte qui est mis en pause, mais voilà, si ça concerne beaucoup d'annonces, ça peut être problématique. Ouais, c'est encore un peu instable. Donc moi, je conseille de pas le modifier trop vite, à moins d'être vraiment sûr qu'il n'y aura pas trop de soucis, mais personne ne l'est vraiment. Et par rapport à un autre truc dont tu parlais, maintenant ça me sort de la tête, c'était donc les répartitions. Oui, moi, il y a un autre truc que j'allais dire, c'est que oui, pendant quelques semaines, juin surtout et début juillet, les datas, ça remontait plus très bien. Et là, je pense que ça remonte un peu mieux parce que Facebook l'a pas dit de manière officielle, mais la modélisation se fait sur base d'une fenêtre d'attribution de 7 jours clic. Donc ça, il paraît que c'est évidemment intéressant pour certains annonceurs. Et on le sait que l'attribution, ça amène beaucoup de conversions qui ne seraient pas forcément là si Facebook n'avait pas ce modèle-là.
Donc, je sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est un petit détail que je te dis, mais il paraît Ouais, que ouais, non, non, mais ouais. déjà, le changement d'attribution de 28 jours à 7 jours, je pense que, je sais pas si c'était en anticipation d'iOS 14, mais c'était un gros changement. C'est chiant, ouais. Euh, voilà. Et puis maintenant, le fait d'intégrer les un jour post-vue, enfin, non, en tout cas, ces sujets d'attribution, on les suit, mais je trouve qu'il y a tellement il y a un peu trop de bruit, je trouve, autour de Facebook et des chiffres qu'on peut voir. Et donc, avoir une lecture aussi claire qu'avant, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut, ne plus regarder forcément à la conversion près, mais regarder un peu les tendances et ce qui fonctionne le mieux, tu vois, mais ne pas regarder à la conversion. Deuxièmement, avec cette notion d'attribution, ne pas forcément regarder les résultats au jour le jour, mais avoir un peu plus de recul. Et puis après, si tu peux compléter l'analyse avec une plateforme indépendante type Analytics, alors du coup, tu n'auras pas le post-vue, et en Oui, plus, c'est ça. c'est du last click, mais bon, ça te permet quand même de compléter le travail, de compléter plutôt ton interprétation, mais tu n'auras jamais, je pense, un moyen de savoir exactement que telle annonce t'a généré 3 conversions hier, 2 conversions aujourd'hui. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué, j'ai l'impression. C'est plus possible. Il faut vraiment regarder ça, comme tu dis, de manière sur une période plus large, donc 7 jours, 10 jours. Et surtout, ouais, compléter le travail avec Analytics, c'est un truc que maintenant on est obligé de faire pour tous les clients qu'on a, c'est mettre des UTM sur toutes les campagnes, chose que Voilà. les annonceurs Facebook ne faisaient pas toujours beaucoup. Je sais pourquoi, parce que comme c'est des modèles différents, comme tu l'as dit, last click, Analytics, first click sur Facebook avec des fenêtres d'attribution très intéressantes. Surtout il y a un an. Maintenant, on est obligé de le faire. Et d'ailleurs, j'allais dire, avant, je trouve que les résultats sur Facebook étaient surévalués. C'est-à-dire qu'il y en avait trop par rapport à vraiment ce que Facebook a apporté. Oui, Selon moi, maintenant, c'est un peu plus l'équilibre. sous-évalué. Parfois, sous-évalué, parfois, c'est la vérité. Mais du coup, moi, on dit à nos clients, attention, les chiffres de Facebook, c'est à prendre avec des pincettes. C'est peut-être plus, mais il y a des chances que ce soit plus ou moins ce que vous C'est voyez là, ça. voire un peu plus. Ok. Écoute Rémi, merci beaucoup pour ton temps. C'était super, Merci à super toi. technique. J'ai dû bien me concentrer, mais j'ai encore 3 petites questions très rapides de fin à te poser et qui va sûrement intéresser nos auditeurs qui nous écoutent encore jusqu'à maintenant. Est-ce que toi, tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs? Alors, je recommande une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, mais je la trouve super. C'est la chaîne de Arte qui s'appelle 28 minutes et qui en fait reprend une émission que tu vas voir sur Arte et qui va traiter de plein de sujets différents, notamment de géopolitique. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je la trouve top. Ok. Et voilà, donc je trouve que ça fait un peu d'ouverture par rapport à 1 heure et demie dont on vient de parler sur le marketing digital. Bah t'as raison, franchement t'as raison, il n'y a pas de souci, moi j'irai consulter ça de mon côté. Top. Au niveau des outils, comme toujours, je pose la question de tes outils favoris, en tout cas dans ton cas, c'est quoi les 3 outils, on va dire, qui sont vraiment importants dans votre vie d'agence ou même pour gérer les campagnes de vos clients? Est-ce que tu en as quelques-uns à nous suggérer pour ceux qui nous écoutent? Alors, l'outil numéro 1, alors je ne sais pas si on peut considérer que c'est un outil, mais évidemment les plateformes publicitaires, c'est là où on passe le plus de notre temps. Après, en termes d'outils, pour compléter ce travail-là, on va avoir Data Studio, qu'on utilise pas mal pour du reporting. Ouais, il est top. Ça nous aide bien. Pour Google, on va utiliser SEMrush pour faire des analyses de marché, des analyses de données sur différents mots-clés, différentes sémantiques. Pour Facebook, on va beaucoup utiliser la bibliothèque partagée. Publicitaire, ouais. Je pense que c'est ça, Ouais. tu veux dire? Ok. Ouais, exactement. Ok. Où on va voir un peu ce que font les concurrents et ce que font telle ou telle marque en ads. Et puis après, en termes de productivité, on va terminer par Slack, qu'on utilise franchement énormément, qui nous permet d'échanger avec tous nos clients. Donc, c'est quand même bien fait, je trouve, et voilà, on aime bien. Ah, c'est intéressant, parce que nous aussi on utilise Slack pour les échanges avec nos clients, mais je connais certaines agences qui ne l'utilisent pas forcément parce que ils veulent limiter les communications et éviter d'avoir trop de chat, mais je vois qu'on a un peu le même fonctionnement, donc c'est cool. Ça, c'est les agences qui ont peur d'être contactées qui sont pas disponibles pour leurs clients. Non, mais franchement, ça va. Honnêtement, on n'est pas trop harcelé de notre côté, ça va. Et c'est même nous qui relançons les clients sur Slack, donc voilà. Bon, écoute, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver et éventuellement travailler avec toi? Eh ben écoute, du coup, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet datacheck.fr. On fait des audits gratuits de comptes Google Ads et Facebook Ads. Donc, s'il y a besoin justement de poser notre regard sur ce que vous faites actuellement, on peut vous faire des recommandations et tout ça gratuitement.
Et puis après, on a les différents réseaux sociaux comme tout le monde sur LinkedIn, Instagram, Facebook et compagnie. Mais donc du coup, s'il y a des annonceurs qui sont intéressés pour discuter avec nous de toute la problématique, il ne faut pas hésiter à remplir le formulaire sur le site ou même à me contacter directement, Rémi, REMY, @datashake.fr. Top. Et également sur LinkedIn, je pense que je peux le citer, tu es sur LinkedIn Rémi Bandaillon, c'est ça? Et c'est sur LinkedIn exactement, vous pouvez m'ajouter, il n'y a aucun souci. Allez, mettons tout ça dans les notes de l'épisode. Merci à toi en tout cas, c'était un Merci plaisir. Daniel. J'ai bien aimé cet épisode, on a appris plein de choses. Moi aussi. Allez, à très vite. Salut. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu, c'était peut-être un peu technique par moment, donc prenez vraiment le temps de prendre des notes et appliquer tous nos conseils sur vos campagnes, vous m'en direz des nouvelles. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors 2 fois par semaine. Ça vous prend juste 2 minutes et ça nous permet de faire connaître le podcast à beaucoup plus de monde. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.